Monsieur Thierry Breton, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être à nos côtés cet après-midi. Monsieur le commissaire, cher Thierry, merci d'être présent. C'est un rendez-vous important que nous avions souhaité avec le bureau de cette commission au terme de votre mandat à la commission pour que vous puissiez rendre compte ici à l'Assemblée nationale de ce qui a évidemment été votre action et puis surtout que vous nous livriez dans ce moment particulier votre vision de l'action européenne et des réponses à apporter. Car depuis votre départ, nous avons évidemment basculé dans une ère nouvelle qui s'était très largement amorcée déjà sous le mandat de la précédente commission, mais qui a trouvé évidemment une dimension nouvelle avec le changement de posture qui s'est affirmé des États-Unis depuis le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Et plus que jamais, nous sommes évidemment confrontés à des défis immenses, de menaces existentielle pour l'Europe. La première, c'est évidemment la menace sécuritaire qui est liée au conflit ukrainien, avec la Russie qui n'a évidemment renoncé à rien à ses objectifs militaires. Le changement de posture des États-Unis que j'évoquais, mais aussi l'internationalisation de ce conflit avec le soutien affirmé de la Chine à la Russie et de l'Iran, et une dérégulation globale du système international. Et en réponse à cela, la Commission a proposé la semaine passée, il y a une dizaine de jours maintenant, un livre blanc de la défense. Et donc nous aurions aimé avoir votre vision sur les instruments proposés par la nouvelle commission et si cette réponse est à la hauteur du défi qui se trouve devant nous. Le deuxième grand défi européen de cette législature, c'est évidemment le décrochage industriel et économique de l'Europe. Cela a été très largement documenté par les rapports Draghi et l'État, par d'autres rapports d'économistes qui montrent de manière très claire le retard que l'Europe prend par rapport à ses concurrents américains et asiatiques. Et là aussi, il serait intéressant d'avoir votre regard sur ces deux rapports et sur les pistes d'action qui ont été avancées. Et puis enfin, nous pourrions peut-être vous entendre sur un sujet lié à nos relations tumultueuses avec les États-Unis d'Amérique, et qui est celui évidemment du numérique. Les régulations européennes dont vous étiez à l'origine, le DSA et le DMA, l'IA Act, font, comme vous le savez, l'objet d'attaques en règle de la part de la nouvelle administration Trump. Et je crois qu'une telle mise en cause de nos législations, souverainement adoptées par le Parlement européen à votre initiative dans la législature passée, appelle une réponse ferme de la part de la Commission européenne qui, pour le moment, je trouve, se fait un peu attendre. Et donc voilà quelques-uns des sujets qui intéressent les membres de notre commission et sur lesquels nous pourrions vous entendre dans un propos liminaire et puis ensuite vous serez interrogé par les députés présents aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et de m'avoir convié à cette audition au sein de votre commission. Merci à vous, Mesdames et Messieurs les députés, d'être présents. L'Europe se trouve vraiment à un carrefour de son histoire et l'Union européenne de son parcours. Vous l'avez évoqué du reste dans vos questions. Nous sommes désormais, je le dis vraiment très clairement et très directement, seuls. Seuls, évidemment, d'abord face à la Russie et l'agression qui a été menée par Vladimir Poutine en Ukraine, qui n'est évidemment, hélas, pas terminée, qui concerne au premier plan l'Ukraine, mais aussi indirectement nous tous. On pourrait y revenir, évidemment, en ce qui concerne les décisions qui peuvent être prises collectivement et aussi portées par la Commission en matière de défense. Évidemment seul par rapport désormais aux positions qui sont prises par la nouvelle administration américaine. Alors on connaissait bien la première administration Trump 1. On avait le sentiment qu'on avait beaucoup appris et que donc on saurait sans doute interférer comme il se doit avec la nouvelle administration Trump 2. Il n'en est rien. Trump 2 est différente de Trump 1 et je serais heureux évidemment de pouvoir élaborer sur cette question si vous le souhaitez. Mais en tout état de cause, le sentiment maintenant prégnant chez les 26 États membres, je mets la France de côté si vous permettez, Monsieur le Président, c'est clairement que le monde a changé et que l'architecture de sécurité sous laquelle reposaient finalement ces près de 80 ans de paix et dans laquelle évidemment les États-Unis d'Amérique jouent un rôle absolument central, notamment à travers l'OTAN, et qui reposait sur un seul mot qui était la confiance.
ce mot étant désormais se traduisant en perte de confiance, l'architecture de sécurité aujourd'hui, en tout cas telle qu'on l'a connue, a pour en tout cas beaucoup d'États membres donné le sentiment d'avoir volé en éclats. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment nous comporter? Comment intervenir, y compris en ce qui concerne nos relations à l'OTAN, un pilier européen au sein de l'OTAN. Et puis évidemment, il y a la Chine, avec une posture qui avait été assez alignée au cours du premier mandat d'Ursula von der Leyen sur les États-Unis, même très alignée, et avec la logique de dérisking, c'est-à-dire dérisquer les relations avec la Chine. On sent évidemment qu'à travers ce qui se passe, il faut réinventer peut-être aussi les relations. Il y a un continent dont on ne parle pas, et qui pourtant est absolument clé, c'est l'Afrique. Alors on ne parle plus de l'Afrique, on a l'impression que l'Afrique a disparu. Et pourtant l'Afrique est vraiment plus présente que jamais. Notre rôle, le rôle qu'on doit y jouer, est plus important que jamais. Collectivement, je pense que l'Europe doit jouer du reste ce rôle collectivement. Je serais heureux aussi d'en parler avec vous, parce que je suis très préoccupé par le fait que, ou alors on ne parle plus que de l'Afrique parce que les relations tumultueuses qu'on peut avoir avec certains pays, évidemment, je pense à l'Algérie, mais l'Afrique dans son ensemble me semble avoir été un peu oubliée, et je pense qu'il faut aussi que nous en parlions. Voilà, donc on a un paysage qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe se sent en tout cas seule, et c'est dans ce contexte que, évidemment, il faut réagir. Beaucoup de nos compatriotes, de reste, et c'est intéressant, je vous invite à peut-être, Monsieur le Président, ce serait peut-être, vous l'avez certainement peut-être déjà fait, mais je vous quitterai ensuite pour aller ensuite à l'école normale supérieure, parce qu'il y a un colloque qui était fait par le Grand Continent. Je ne vais pas faire de publicité, mais ils font un travail souvent intéressant. Et là, ils ont fait un sondage qui était très intéressant, qui serait peut-être intéressant de partager. Enfin, je me permets de le dire à votre commission, parce que c'est l'ensemble des Européens qui ont été sondés sur leur appréciation, comment ils sentent l'Europe, les besoins, qu'est-ce qu'on exprime. 65% des Européens demandent une Europe plus puissante. C'est un chiffre qui est très surprenant, qui est très important. Beaucoup ont des appréciations qui sont évidemment très négatives sur ce qui se passe, évidemment, tant aux États-Unis, et notamment avec les dirigeants. Je ne vous donne pas les chiffres parce que ce serait quasiment un tutu personné, mais enfin, aussi bien sur le président que sur son homme lige. Je fais allusion évidemment à Elon Musk, donc des appréciations qui sont toutes dans le côté rouge, côté négatif, mais également sur ce qui peut se passer en Russie. Donc c'est intéressant d'avoir cet éclairage, parce qu'on sent que malgré tout, une très grande majorité de nos concitoyens européens ont le sentiment qu'il faut plus d'Europe, préserver évidemment les souverainetés qui sont les nôtres, et qui sont consubstantielles du reste à l'Europe. Je le répète ici, il faut vraiment faire très attention. Les traités sont importants, il ne s'agit pas de dépasser les traités. Je le dis souvent aussi, et je le dis peut-être en préalable de cette discussion, dans les moments aussi critiques que ceux que nous traversons, que ceux que nous vivons, je crois qu'il faut toujours en revenir aux traités et à la gouvernance qui est issue de ces traités. Nous avons 3 institutions communautaires. Nous avons les 2 colégislateurs, vous y faisiez référence tout à l'heure, le Parlement européen et le Conseil européen. Ce sont les 2 colégislateurs. La Commission n'est que l'exécutif. Je dis bien que l'exécutif. Certes, la Commission a la force de proposition pour les textes, mais ils sont votés, amendés, portés par les colégislateurs. Et ce n'est pas la Commission qui porte ces textes, ce sont les colégislateurs. Vous faisiez référence tout à l'heure aux lois sur le numérique. Je le rappelle, mais vous le savez certainement, que ces 6 lois qui constituent aujourd'hui notre socle commun pour essayer d'avoir enfin construit un espace intérieur, un marché intérieur numérique unique. Je fais allusion évidemment au DGA, Data Governance Act, je fais allusion au Data Act, je fais allusion au DSA, je fais allusion au DMA, et enfin je fais allusion à l'AI Act. Ce sont des lois, donc des règlements évidemment, qui sont d'application directe, qui désormais nous permettent d'avoir pour l'ensemble des 27 un même règlement, des mêmes règlements, et enfin la profondeur d'un marché intérieur qui va permettre aux entreprises européennes notamment de bénéficier, ce qui nous a manqué, de cette profondeur de 450 millions de concitoyens, donc qui pourront évidemment créer la profondeur du marché qui a fait défaut à l'horizon 2000 et qui a permis du reste aux États-Unis de développer les plateformes d'aujourd'hui sur des concepts technologiques qui n'étaient pas très avancés. Meta, enfin Facebook, c'était pas très avancé, mais il y avait la profondeur du marché intérieur américain, et idem pour la Chine. Je rappelle que ces lois qui fondent désormais
je dirais, de notre espace international, ont été votées à une majorité, plus qu'à une majorité, c'est quasiment une unanimité, comme jamais aucune loi ne l'a été au Parlement européen. C'est pratiquement pour chacune d'entre elles, moins de 5% des députés européens qui ont voté contre. Je ne sais pas si c'est connu, mais ça montre effectivement que tout parti confondu. Donc tout parti confondu. Il y en a certaines même qui sont à 98%. Donc sur les 6. Ça veut dire que je crois que celle qui a été le moins bien votée, je ne sais plus laquelle, c'était avec uniquement 8% de contre. Donc c'est un socle incroyablement solide de notre démocratie parlementaire, y compris donc continentale. Et l'ensemble des États membres, les 27, ont tous voté à l'unanimité ces lois. Donc nos deux co-législateurs ont donné un support à cet environnement qui donne maintenant un peu des règles pour protéger nos enfants, pour protéger nos concitoyens dans l'espace numérique, en tout cas donner des règles qui sont à peu près identiques à celles que nous avons dans l'espace physique, avec un soutien démocratique comme je crois peu de lois l'ont eu. Je rappelle du reste, parce que c'est un peu une discussion pour en parler pendant, si vous le souhaitez, au cours des questions et des réponses, basée sur les règles d'état de droit, les règles fondamentales, y compris la liberté d'expression. Pour nous, en Europe, la liberté d'expression, c'est absolument fondamental. Il y a quelques limites, évidemment, dans l'espace physique, sur les propos qui sont même proscrits par la loi, donc sur l'antisémitisme, sur le racisme, sur l'apologie du terrorisme, sur évidemment des contenus sur la pédopornographie, mais pour le reste, donc, c'est extrêmement important que ces lois, c'est pour ça du reste qu'elles ont eu un si fort soutien, sont des lois qui ne sont absolument pas attentatoires à la liberté d'expression, au contraire, qui les renforcent, tout en maintenant, évidemment, l'aspect tout à fait inédit et singulier qui supporte l'espace informationnel dans cette dimension, c'est-à-dire le fait que maintenant, il y a des algorithmes, et que c'est la transparence des algorithmes. Vraiment, c'est ça le cœur de ces lois. Qu'est-ce qu'il y a dans ces algorithmes? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas y faire? Et comment on les étudie? Je le dis parce qu'évidemment, dans les relations, notamment avec les États-Unis, c'est un point important et on aura certainement l'occasion d'en reparler. Je vous m'avais demandé de ne pas être trop long, Monsieur le Président, donc je mets quelques pistes pour dire au fond, dans ce moment singulier, je crois qu'il est extrêmement important, y compris dans les relations que nous allons entretenir et ouvrir, j'espère rapidement, parce que je trouve qu'on est un peu, peut-être pour l'instant, on ne parle peut-être pas beaucoup, mais il va falloir le faire, notamment avec les États-Unis, mais pas que. Il faut, je crois, peut-être se souvenir ce qu'ensemble, en Europe, nous avons bâti, ce qui est absolument non négociable, mais juste absolument pas. Et je pense qu'il y a deux éléments qui fondent finalement vraiment des choses qui sont absolument non négociables. D'abord, c'est l'intégrité territoriale de l'Europe, y compris pour les territoires associés. C'est quelque chose qui est évidemment non négociable. On ne négocie pas les territoires européens des 27 directs ou indirects des 27 États membres. Je suis même surpris moi-même d'être obligé de le redire devant votre commission, mais je pense qu'il faut juste le rappeler. C'est des éléments qui sont non négociables. Et puis le socle de notre démocratie, des lois que nous avons votées, elles ne peuvent pas être détricotées parce qu'elles ne plairaient pas. Par exemple, je prends un exemple, peut-être que M. Xi Jinping pourrait trouver que ces lois n'aident pas une entreprise chinoise, une plateforme chinoise sur laquelle nos enfants passent beaucoup de temps. Et alors il nous dit qu'il faudrait peut-être la détricoter. Non, ces lois qui ont été votées, discutées, toutes, par parenthèse, c'est des années. Donc je tiens ici à rendre hommage, je le dis volontiers devant votre commission, devant les parlementaires européens qui sont emparés de ces lois, tous partis confondus. J'ai passé beaucoup de temps avec eux, puis beaucoup de temps aussi à l'étranger, sur d'autres continents. Je pense sincèrement qu'on a les parlementaires européens, et je dis vraiment tous partis confondus, parmi les plus compétents au monde, parce qu'ils ont passé depuis maintenant des années un temps très important à réfléchir, à discuter, à amender évidemment, ce sont leurs textes, à amender ces textes et ensuite à les voter parce qu'ils estiment que c'est l'intérêt général européen. Et donc c'est le deuxième élément qui me semble absolument non négociable du tout. À partir du moment où le travail législatif s'effectue, c'est absolument inconcevable qu'une puissance non européenne dise celle-là, ça ne me plaît pas, là, il faudrait que vous le changiez parce que ça ne concerne pas, ça ne plaît pas à telle ou telle entreprise. Ces lois ont été faites, je le rappelle, pour les Européens, pour nos enfants, pour nos concitoyens,
et contre personne d'autre, et en particulier celles qui concernent donc les plateformes dites systémiques, c'est-à-dire qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs, soit 10% de la population européenne. Dans ce contexte, il y a évidemment deux autres dimensions qui sont absolument fondamentales. La nécessité, évidemment, d'augmenter très sensiblement notre capacité à être plus autonome, à ne plus dépendre d'autrui pour notre propre défense. Alors là, c'est évidemment un changement systémique. C'est un changement systémique parce qu'évidemment, depuis 70 ans, la très grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité des pays membres de l'Union européenne, dépendaient directement ou indirectement, il faut dire les choses comme elles sont, de la relation avec les États-Unis et pour 23 États membres, évidemment, à travers l'OTAN en particulier. Je dis 26 sur 27, bien sûr, parce que la France est le seul pays de l'Union européenne désormais à bénéficier de l'architecture de sécurité complète à son niveau, évidemment, mais que à son niveau. Et je fais allusion, évidemment, à toute la panoplie, évidemment, qui a été préservée depuis 1962 en particulier, et le général de Gaulle pour doter la France donc, de l'ensemble des composantes, y compris nucléaires, pour participer à sa protection et à la protection de la nation. Mais nous sommes le seul, et pour tous les autres, eh bien, dans cette architecture de sécurité, évidemment, il y a une dépendance totale, et totale sur l'élément suprême, évidemment, je fais allusion évidemment à la dissuasion nucléaire, aux États-Unis. Il faut toujours l'avoir en tête, parce qu'à la fin, il ne faut pas s'étonner que, et surtout quand on est dans des logiques transactionnelles, il ne faut pas s'étonner qu'à la fin, quand il y a des choix, bien, in fine, et je l'ai vécu tellement souvent, un petit coup de fil bien placé de la part de tel ou tel ambassadeur US rappelle à ceux qui auraient peut-être voulu acheter plus européen, qu'à la fin, si on veut continuer à bénéficier de ce parapluie, il faut juste se rappeler de qui on est et oui, je vais dire le mot, le vassal. Voilà. Merci Madame Chirico. Donc voilà, et c'est comme ça. Et on le vit, et je l'ai vécu. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de leadership, il faut beaucoup d'énergie pour malgré tout continuer à aligner dans l'intérêt général européen, qui va vers plus d'autonomie, évidemment. Bien sûr, on va continuer à avoir ce type de relation, et j'y reviendrai dans un instant. Il faut avoir beaucoup de leadership pour finalement convaincre et trouver les voies d'équilibre. En maintenant, évidemment, ce lien, parce qu'il est là et qu'il faudra un peu de temps pour rebasculer. Et c'est le thème sur lequel je voudrais attirer votre attention, sur la transition. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, quand on entend un Friedrich Merz, le chancelier, futur chancelier allemand, vous connaissez bien, il a pris escalité, j'allais dire, il a pris, voilà, il va prendre ses fonctions, on va voir la grande coalition, ce qui va donner un peu plus de force, évidemment, que la coalition dite feu tricolore, mais qu'entendre un Friedrich Merz, qui par ailleurs connaît très bien les États-Unis, on le sait, il suffit de regarder à la fois ses propos et aussi son parcours personnel, dire que 2 jours avant le 23 février, qui était la date des élections législatives en Allemagne, jamais je n'aurais pensé dire à la télévision que ce que je vais vous dire à l'instant, c'est-à-dire qu'il faut maintenant que l'Allemagne reprenne entièrement son autonomie en matière de défense et que je suis prêt à discuter avec la France et la Grande-Bretagne pour voir comment on pourrait... Alors, est-ce que c'est se substituer? Est-ce que c'est avoir une deuxième assurance ou une réassurance en ce qui concerne précisément la protection ultime? Je fais allusion évidemment à la dissuasion nucléaire. C'est un changement, mais radical, pour moi aussi profond, vous voyez, Monsieur le Président, que lorsque l'Allemagne a décidé d'abandonner le Deutschmark pour passer à l'euro. C'est un changement et pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Europe. On en est là. Donc c'est pour ça que je crois qu'on est tous conscients que ce moment est un moment qui est tout à fait historique. Où ça ira, je ne sais pas vous le dire, je ne sais vous le dire, mais cette dynamique-là, elle est maintenant engagée. Et donc, et c'est le point, je pense il est très important de voir que nous entrons dans une période où, je l'ai dit, le maître mot, c'est la confiance et la perte de confiance, qui fait évidemment voler en éclats, c'était la pierre angulaire de cette architecture de sécurité, qui fait voler en éclats cette architecture, parce que ça repose évidemment, et je ne parle pas que de l'article 5 de l'OTAN, ça repose évidemment cette dépendance, repose évidemment sur la sécurité à 100%,
j'ouvre une petite parenthèse, ça concerne tous les pays qui en bénéficient. Je reviens d'Asie du Sud-Est. Vous imaginez en Corée du Sud comment on vit ça, parce qu'ils sont en guerre. Et que de l'autre côté de la frontière, il y a un régime qui n'hésite pas à envoyer des missiles à longueur de mois pour démontrer qu'il a des velléités agressives. Et ce n'est pas des missiles qui ont dans leurs ogives des pétards mouillés. Donc, on est là. Donc imaginez même ce qu'ils m'ont dit. Et ce qu'ils m'ont dit, ça a été vraiment, on va être obligé peut-être de commencer à réfléchir à une substitution, y compris pour la protection et la dissuasion nucléaire. Donc, vous voyez, les changements sont quand même extrêmement profonds que nous vivons. Il ne faut pas se tromper. Donc, et pour nous, c'est pour ça que je pense que le terme peut-être à creuser, c'est la transition. On ne peut pas balayer tout ça d'un revers de main. Ça va prendre un peu de temps. Et donc, il faut qu'on s'organise en transition. Et pour s'organiser en transition, d'abord, et ça me permet de faire la jonction avec ce que vous me demandiez sur les États-Unis d'Amérique, mais aussi sur la défense. Et pour ça, il faut progressivement essayer de voir comment rééquilibrer la relation d'abord avec les États-Unis d'Amérique. D'abord, je voudrais vous dire que les propos que tient le président Trump ne sont pas nouveaux. J'ai moi-même assisté à des réunions, y compris en janvier 2020, avec lui, avec Ursula von der Leyen, présidente de la Commission. J'étais alors commissaire, évidemment. Et la première réunion que nous avons eue on était à 3, et ils étaient à 3 avec le président Trump, c'était à Davos. Et la première réunion, ça a été une réunion qui a été un peu difficile, au cours de laquelle le président Trump a indiqué à Mme von der Leyen en lui disant « Vous me devez 400 milliards de dollars ». Alors, on dit « Comment ça ? Je vous dois 400 milliards de dollars ». Oui, parce que vous, les Allemands, vous n'avez pas payé vos 2% de l'OTAN que vous deviez à l'OTAN. Donc j'ai fait le calcul, c'est moi qui paye, donc vous me devez 400 milliards. Enfin, c'est commencé comme ça. Et puis après ça a été, mais si vous ne payez pas, si vous pensez qu'on va venir vous défendre, enfin, c'était ça les discussions. C'était donc, il faut rééquilibrer. C'est inadmissible que nous payons. Alors, on peut penser ce qu'on veut, mais au fond, il n'avait pas tort non plus. Parce que les traités de l'OTAN indiquent de façon très précise que chaque État membre en tout cas, de l'Alliance Atlantique, doit dépenser au moins 2% de sa défense. Et force est de constater qu'un certain nombre de pays, dont ceux qui se disaient les plus vertueux, vous savez, les frugaux, quand vous regardiez les frugaux, alors ceci n'explique pas cela, mais enfin quand même un peu, les frugaux, ils étaient plutôt à 1%. Alors, vous connaissez ma relation à la dette. Donc j'ai toujours essayé de limiter l'endettement, en particulier quand j'étais ministre des Finances. Bon, après ça, malheureusement, dans la vie, le problème, c'est les successeurs. C'est toujours pareil. Donc, voilà. Alors, les prédécesseurs, généralement, sont évidemment des incompétents et les successeurs sont plutôt des intrigants. Mais comme ça, et souvent, du reste, ils peuvent être les deux. Donc on est, c'est vrai, un peu partout. C'est l'expérience qui parle maintenant. Mais en tout état de cause, j'ai fait un petit calcul comme ça. Que je peux porter à votre connaissance du reste. Je me dis, tiens, si tous les pays avaient dépensé 2% depuis... J'ai pris le début de la zone euro, vous voyez, voilà. La dette de l'Allemagne, elle ne serait pas de 63%, elle serait de 85%. Ça change un peu. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire, écoutez, maintenant, on va peut-être aller demander à la France si on peut bénéficier des efforts qui ont été consentis par la nation et par les Français pour en bénéficier, mais ne pas reconnaître que derrière... Il y en a qui ont fait l'effort et d'autres qui n'ont pas fait l'effort. Mon point, ce n'est pas encore une fois de jeter la pierre sur quiconque. C'est de dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a que les bons élèves d'un côté et que les mauvais élèves. Et si on dit ça, on n'avancera pas ensemble en Europe. J'ouvre une petite parenthèse. J'ai fait le même calcul également par rapport aux émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et quand on compte effectivement tout ce qui a été... On peut le compter, on peut même mettre un prix en mettant les ETS dessus. Alors là, les frugaux deviennent des très mauvais élèves. Voilà, je ferme cette petite parenthèse pour vous dire qu'il faut juste faire en sorte qu'on est maintenant tous ensemble et il faut qu'on en parle ensemble. Il y en a qui ne sont pas très bons en gestion de finances publiques. Je pense que la France ne peut pas être sur le podium des meilleurs. Peut-être par contre sur le podium des moins bons, oui. Mais on est un peu meilleur sur la défense, on n'est pas mauvais non plus sur le CO2. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse. Et pour revenir sur le point qui me semble important, dans cette transition dans laquelle nous entrons, il faut évidemment qu'on soit tous de plus en plus unis. C'est pour ça que j'essaie de trouver des moyens pour qu'on continue à se parler ensemble et qu'on ne se jette pas la pierre par rapport à ce qu'on a pu faire dans le passé, parce que maintenant c'est l'avenir dont on parle.
Et au fond, Donald Trump, il a depuis le début la recherche, alors évidemment de diminuer le déficit commercial, on pourra en reparler, mais aussi de rééquilibrer, je dirais, la prise en charge par l'Europe de sa défense. Il est assez constant là-dessus. Bon. Donc on a quelque part une opportunité, je dirais, pour dire, ben voilà, on a entendu, montons peut-être ensemble, puisqu'on va le monter. Non, et c'était la décision qui a été prise par le Conseil européen, et notamment donc, par la Commission, parce que c'est juste son devoir de le faire. Vous savez que dans les clauses du pacte de stabilité et de croissance, vous savez qu'il y a désormais une capacité, lorsque il y a un risque existentiel pour l'Union, comme on a pu le connaître pour la Covid, donc de faire sauter les clauses du pacte de stabilité, notamment les 3%, de façon temporaire, pour augmenter les dépenses. Ça a été fait, donc c'est normal, pour passer éventuellement à 3,5%, augmenter à 3,5% donc les dépenses de défense pour les pays qui le souhaiteraient pendant les 4 ans qui viennent, et ne pas les comptabiliser dans le déficit au regard des critères Maastricht. Bon, très bien. Enfin, avec ça, il faut quand même que ce soit les États membres qui le fassent. Hein. Il n'en demeure pas moins que si c'est fait, ben on va monter évidemment dans le pilier de l'OTAN aujourd'hui à peu près 2/3 des dépenses pour les États-Unis d'Amérique et 1/3 pour nous. Ben peut-être qu'on va se fixer, si j'ai fait un peu les calculs, je pense qu'on peut se fixer dans les 3-4 ans qui viennent, le fait qu'on va rééquilibrer à 50-50. Et c'est quelque chose qui me semble important. On verra bien ensuite, parce qu'il faut évidemment maintenir, donner tout ce qu'on peut faire pour augmenter de façon très sensible, très significative, notre autonomie en matière de défense, à travers précisément les mécanismes, et je vais y revenir, et quelque part entendre aussi ce qui peut être dit. Je ne dis pas que tout ce qui est dit en ce moment par l'administration américaine est à prendre de façon directe, bien entendu, parce que ça change aussi beaucoup, mais je dis qu'il y a quand même certains éléments qu'il faut prendre en compte, et en particulier si on veut organiser la transition dans laquelle je pense que nous sommes désormais contraints d'aller de façon intelligente et équilibrée, pour continuer précisément le temps peut-être de nous réinventer dans ce monde où l'Europe est seule, avec les éléments et les critères qui vont bien. J'ouvre une parenthèse. La défense est la prérogative exclusive des États membres, et doit le rester et le restera. C'est une compétence des États membres. Il est hors de question que ça change. La Commission européenne elle-même, et j'étais commissaire aux industries de défense, je n'étais pas commissaire à la défense. J'étais pas complètement, du reste, je le dis, bon voilà, il ne va pas échapper que j'avais eu une différence d'appréciation avec la présidente sur la façon dont la collégialité pouvait être. Mais voilà, c'était mon appréciation, j'en ai tiré les conclusions, je n'en fais pas plus d'histoire que ça sur la collégialité. Parce que les traités, c'est la collégialité. La commission est dirigée par un collège. La commission n'est pas dirigée par un comité exécutif, par un conseil d'administration, encore moins par un conseil des ministres. Et cette collégialité, c'est très compliqué, mais c'est très important. Et si je dis ça, c'est qu'évidemment, on a nommé maintenant un commissaire à la défense, je ne vais pas porter de jugement dessus, mais je tiens à le redire, il ne faut vraiment pas donner le sentiment qu'on va faire évoluer les lignes, parce que la défense, c'est l'apanage des États membres. Alors derrière, il faut évidemment trouver ce qu'on peut faire ensemble, et c'est là où la Commission peut jouer un rôle, en apportant peut-être des financements en commun, en définissant avec les États membres, c'est eux qui vont le définir, les projets sur lesquels on peut travailler ensemble. C'est ce qu'on avait fait avec Josep Borrell. Josep Borrell étant l'ancien haut-commissaire, moi-même le commissaire aux industries de défense, et on a travaillé avec tous les États membres pour porter ce qu'on a appelé la boussole stratégique. C'est un travail, c'était la première fois que c'était fait, où tous les États membres ensemble se sont mis pour dire, voilà, quelles sont les grandes priorités, on doit travailler ensemble. Et on avait travaillé, non pas sur des priorités nationales, mais on avait défini, c'est des ministres de la Défense, des 27, donc cette boussole stratégique existe, maintenant c'est un guide. On avait défini 4 espaces, dits espaces contestés, c'est-à-dire des espaces dans lesquels il y a des interactions, mais qui ne peuvent pas être protégés par un seul pays. C'est évidemment l'aérien. On peut pas, si on protège uniquement son petit coin de ciel bleu, les missiles, ça passe d'un côté à droite et à gauche. C'est l'espace tout court, c'est le cyberespace et c'est le maritime. Et dans ces 4 espaces, on appelle ça des espaces contestés, pour pouvoir faire notre travail de protection, voire de détection en amont des menaces, je pense en particulier dans l'espace cyber, aucun État membre ne peut le faire tout seul, c'est vrai aussi dans le spatial, et donc il faut avoir des infrastructures partagées pour qu'on puisse intervenir de façon partagée. Et ça marche.
Et ça marche et on sait le faire. On l'a fait par exemple avec Galileo. Vous savez, notre constellation qui fait le positionnement par satellite, elle a des applications militaires et des applications civiles. J'étais en charge d'être l'opérateur de Galileo et on sait très bien interopérer. On le fait aussi pour Copernicus, notre constellation qui prend les images par satellite, y compris avec des applications qui ne sont pas toutes automatiquement que civiles. On a vraiment défini ces espaces, on peut les chiffrer et là il faut vraiment travailler ensemble. Et pour le reste, c'est pas demain qu'on aura une armée européenne. Je ne le crois pas en tout cas. Je ne suis pas du tout de ceux qui croient ça. En revanche, interopérer comme on le fait dans le cadre de l'OTAN, savoir interopérer sur des actions particulières des troupes ensemble, il n'y a pas d'armée de l'OTAN. Mais il y a une capacité d'interopérabilité et c'est la raison pour laquelle je suis de ceux, après, j'ai beaucoup évolué là-dessus parce qu'au début je ne pensais pas comme ça, mais en regardant tout ce qui se passe, je pense sincèrement que nous avons intérêt à travailler ce pilier européen de l'OTAN. Reste évidemment le financement de tout ça, parce qu'évidemment, bon, alors, pour l'instant, vous me disiez le plan, pour l'instant, il n'y a pas de plan. Il y a uniquement la clause qui a été soulevée, bon, et qui fait que si les États membres décident de l'utiliser, puisqu'ils ont la possibilité de l'utiliser jusqu'à 3,5%, c'est 1,5% de plus que ce qu'ils font aujourd'hui pendant 4 ans, si tout le monde l'utilise à 100%, ça fait 650 milliards de plus pour la défense. Mais vous voyez, il y a beaucoup de si. Hein. Et ensuite, un peu comme on l'avait fait à l'occasion du plan Covid, on avait commencé à faire ça. On avait ensuite, pour aider les États membres qui avaient du mal à se refinancer sur les marchés, notamment pour répondre aux besoins sociaux, que était la conséquence du Covid, ceux qui avaient du mal à aller se refinancer sur les marchés, on avait mis à l'époque, vous vous en souvenez, le plan Schur, qui est exactement l'équivalent du plan CEF, c'est-à-dire 100 milliards, donc non pas donnés, mais où on aide les États membres à emprunter à un taux un peu préférentiel, là c'est quoi, 0,2, 0,3 points peut-être de PIB, pas plus, pas de PIB, 0,2, 0,3 points à peu près sur les taux, mais maximum. Mais enfin, en tout cas, on leur donne un accès au marché. Si jamais ceci était fermé parce qu'ils ont une situation financière qui n'est pas l'équivalente des autres. Donc voilà, mais disons que ça rajoute 150 milliards. C'est comme ça qu'on dit, ça ferait, avec tous les si qu'on rajoute, ça ferait jusqu'à 800 milliards, mais ça ne suffit pas pour moi. Parce que l'objectif, et je voudrais terminer par ça, pour moi, l'objectif absolument essentiel, c'est qu'on travaille ensemble. Et si jamais on laisse, évidemment, on n'a pas un instrument comme on a réussi à le faire avec Next Generation EU pour l'Europe, qui fait que finalement, on peut intervenir de façon latérale et faire en sorte que finalement, et je suis pas pour la défense, si vous n'avez pas cet instrument en amont, qui n'est pas là pour, encore une fois, aider les États membres, c'est un instrument qui doit nous permettre de forcer, je dirais, d'encourager, d'inciter, voire de forcer les États membres et les entreprises à travailler ensemble sur des projets communs. Et on l'a fait notamment avec le Fonds européen de défense, où on intervient en amont. Donc, comme vous le savez, il y a 7 ou 8 milliards donc, de capacité d'investissement en direct pour financer des projets jusqu'à 15% en amont, si jamais 4 pays interviennent ensemble et plusieurs entreprises, y compris avec au moins 20 à 30% de PME. Donc cet instrument-là donne un incentive, si je puis dire, pour que les États travaillent ensemble sur des projets communs et donc créent de l'affectio societatis, de l'interopérabilité et un intérêt aussi à accélérer ce redéploiement. Et c'est pour ça que je pense qu'il va falloir vraiment aller, moi je pousse beaucoup pour ça, enfin de là où je suis un simple citoyen désormais, mais de là où je suis, je pense vraiment que c'est extrêmement important qu'on ait cet instrument. Je crois savoir que le président de la République est également dans cette logique-là. La haute représentante de la Commission, l'ex-première ministre estonienne Kaja Kallas, portait aussi cette idée. On avait travaillé ensemble, du reste, sur ce fonds qui pourrait accompagner. Je pense que c'est extrêmement important, Monsieur le Président, que d'aller dans cette voie. Dernier point, comment discuter maintenant, évidemment, on est le 1er avril, donc tout est permis, mais demain, tout ne sera plus permis, puisque nous allons avoir comment on appelle ça, le Liberation Day, c'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc un jour un peu particulier où les augmentations de droits de douane risquent d'être connues. Oui, là, évidemment, il va falloir que l'Europe réagisse intelligemment. Évidemment, c'est une logique qui est extrêmement difficile, je le reconnais bien volontiers.
Le commerce extérieur donc, est une prérogative désormais exclusive de la Commission, puisque autant sur la défense et sur les affaires étrangères, ça reste complètement à la main des États membres, et ça continuera comme ça. Autant sur le commerce extérieur, comme vous savez, c'est une délégation qui désormais, parce qu'on pèse plus lourd évidemment ensemble, donc c'est évidemment, il y a un vrai sens, c'est une vraie logique. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il va falloir réagir, me semble-t-il, en évitant la surenchère. Je crois qu'il est extrêmement important d'avoir le critère, et pour avoir pas mal interagi avec la première administration Trump, avec là où j'étais évidemment, et uniquement à mon modeste niveau, avec le président quand j'ai eu à le rencontrer, mais aussi ses équipes. Je pense que c'est inutile d'aller dans la surenchère. Je pense que le terme de réciprocité me semble un terme qui est audible dans cette nouvelle grammaire. Mais évidemment, l'exercice va être complexe. Voilà, Monsieur le Président, je m'excuse, j'ai été un petit peu long pour ce petit panorama. Pas du tout. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire, pour ces propos introductifs. Alors, je vous informe qu'on va avoir un vote solennel sur le narcotrafic. Donc, on va, à un moment donné, devoir lever et puis reprendre ensuite notre audition. Et de toute manière, on a une résolution ensuite à étudier. Donc, chers collègues, je vous inviterai à revenir ensemble. Mais on va commencer par Marietta Karamanli, le groupe socialiste, pour 2 minutes 30. Oui, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, chers collègues, d'abord, je me félicite de votre venue pour au moins 2 raisons. D'abord, d'une part, l'importance des sujets et chantiers dont vous avez eu la responsabilité pendant vos fonctions de commissaire européen en charge du marché unique, et d'autre part aussi de la façon dont vous avez abordé certaines questions de façon proactive. Alors, sur le fond, donc, en matière d'abord de décarbonation, vous étiez partisan d'un texte européen sur les technologies nucléaires. Aujourd'hui, l'idée de l'UE est plutôt de déployer des textes sectoriels sur quelques technologies stratégiques, par exemple la charte solaire ou le paquet éolien. Et en février dernier, les co-législateurs européens ont adopté un règlement pour une industrie à 0 émission nette qui soutient le déploiement dans l'Union européenne d'une partie des chaînes de valeur nécessaires au développement d'une liste de technologies dites stratégiques pour la décarbonation et la souveraineté de l'Union. Notre première question au nom du groupe socialiste apparenté, c'est pensez-vous que l'Union se dote de moyens suffisants en termes de régulation et de financement pour réussir la décarbonation aujourd'hui? En matière aussi de défense, vous venez de l'évoquer, vous aviez proposé dès janvier 2024 la création d'un fonds, donc vous avez évoqué des 100 milliards d'euros pour stimuler la production de l'industrie de la défense de l'Union européenne et la collaboration entre les États membres, industrie et autres secteurs. Vous aviez aussi poussé à un renforcement du rôle du groupe de la Banque européenne d'investissement et l'appui de la sécurité et de la défense. Et à l'époque, certains États décrivaient un peu le rôle de l'Union européenne en matière de défense comme étant principalement complémentaire aux capacités de l'OTAN. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si les choses ont évolué, quand même, vu l'actualité. De son côté, l'Allemagne défendait aussi, quelques mois, un système de défense aérien. Vous l'avez évoqué. Alors, ne pensez-vous pas que mobiliser une industrie de la défense en Europe suppose aussi de clarifier peut-être le concept de défense européenne et d'avoir une stratégie à minima pensée ensemble? Vous avez évoqué certaines pistes, mais si vous pouvez aller un peu plus loin. Et puis le dernier sujet, je n'ai plus de temps. Je crois que c'est terminé. Allez-y, en une question. Non, juste une question pour savoir le bilan que vous tirez un petit peu de l'application du DSA-DMA, mais mon collègue ici à côté va en parler, et puis les freins les plus importants à sa mise en œuvre, et puis particulièrement sur le marché de l'Union européenne et les GAFA, pour pouvoir vendre leurs produits et services. Faut-il coupler cette législation avec une fiscalité adaptée? Merci beaucoup. Merci beaucoup. La main. Voilà. Les questions sont des questions évidemment très génériques et très importantes. Alors la première, concernant. Alors c'est important je suis heureux que vous me posiez la question sur la décarbonation. On a un objectif de décarbonation en 2050. Ça fait partie également des éléments. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure de notre pacte
je dirais, de ce que nous avons construit, de ce que nous avons bâti d'un point de vue démocratique. Alors évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, mais on est des démocraties, évidemment, des démocraties nationales, mais on a aussi un système européen. Moi, je peux vous le dire, parce que c'était mon travail, qui est un vrai système démocratique. Enfin, le Parlement européen, c'est pas un parcours de santé. Hein. C'est comme à l'Assemblée. Hein. C'est pas un parcours de santé, et c'est normal, parce qu'on représente le peuple. Donc on est exigeant, et c'est normal. Le Conseil européen, c'est pas non plus un parcours de santé, mais il est un peu plus feutré aussi. C'est un peu comme au Sénat. Mais voilà. Mais il n'en est pas moins exigeant, bien entendu. Non, si je vous dis ça, c'est que toutes les lois, y compris l'objectif de décarbonation à 2050, ça a été voté. Ça a été voté par nos co-législateurs. Ça fait partie de notre socle maintenant. Il ne s'agit pas de leur défaire. Je vous dis ça parce qu'il y a un risque. J'en suis bien conscient. Et donc il faut d'abord, et là aussi il faut être ferme. Il faut être ferme sur l'objectif. Il est absolument primordial. Si jamais on a voté ça, aussi bien par notre Chambre qui représente les 450 millions d'Européens et par notre Chambre qui représente les 27 États membres, ben c'est parce qu'on y croit, et pardon, mais ça n'a pas changé en 6 mois. Donc j'insiste sur ce point parce que je vois un risque. Je vois un risque, là aussi, qu'on détricote. Alors là, c'est peut-être de l'intérieur, ce qui a été fait. Alors, qu'on adapte maintenant cette dynamique, parce que derrière, évidemment, on est associé sur la transformation verte. On a une des plus grandes transformations industrielles qu'on ait rarement faites. Et je pense en particulier à des secteurs aussi clés, par exemple, que le secteur automobile. On pourra en reparler. Il faut évidemment maintenant accompagner ces transitions. Ne pas oublier l'objectif final qui a été voté. Alors, il y en a qui sont contre, peut-être, mais maintenant, ça a été voté. On est une démocratie. Et donc, comment on fait pour l'appliquer ? C'est très bien, effectivement, qu'on essaye maintenant de pousser des technologies clés. Je pense que, quelque part, si je peux me permettre, il ne faut pas faire d'idéologie maintenant. On est vraiment dans une logique où il faut vraiment décarboner. Et c'est dans ce contexte que, oui, je ne m'en cache pas, j'ai fait les calculs dans tous les sens et j'ai vu qu'on ne pourrait pas décarboner sans énergie nucléaire. Alors je sais bien qu'il y en a certains qui ont fait des combats, qui ont mené leurs combats, y compris leur engagement politique, parce qu'à un moment, ils ont considéré, c'est surtout vrai en Allemagne, par exemple. J'ai eu cet échange, par exemple, avec le chancelier Scholz, quand je lui ai dit, mais monsieur le chancelier, vous avez 3 centrales nucléaires qui restent encore. Je l'ai eu aussi avec monsieur Robert Habeck. Vous avez 3 centrales nucléaires qui restent. Peut-être faudrait-il les garder, en tout cas en fonctionnement, jusqu'à ce qu'elles fonctionnent en toute sécurité, parce que quelque part, ça nous permet d'avoir de l'électricité décarbonée, puis vous les fermez après. Et j'ai eu des discours, je ne voudrais pas lesquels, mais pour beaucoup d'entre eux, je sentais que c'était difficile parce que leur engagement politique initial venait précisément, et c'est peut-être encore plus vrai, c'est vrai aussi peut-être chez nous, mais encore plus vrai en Allemagne, leur engagement politique, qui ont conduit du reste à la carrière qu'ils ont pu mener au service de leurs compatriotes allemands, venait de cette origine, et donc c'était difficile pour eux de le changer, je peux le comprendre. Mais aujourd'hui, quand on fait les calculs dans tous les sens, on voit qu'on n'y arrivera pas si on n'a pas une augmentation, notamment de l'énergie nucléaire, y compris pour avoir de la sécurité, y compris pour avoir en complément des énergies alternatives décarbonées, éolien, solaire ou autre, un socle qui nous permette d'avoir la garantie. Donc il faut avoir ce nucléaire. Donc le fait qu'on ait maintenant, effectivement, vous le rappeliez, madame, tout à l'heure, qu'on ait un certain nombre de technologies clés et qu'on s'adapte plutôt, je dirais, aux technologies, plutôt que de dire, on a eu cette discussion pour les moteurs thermiques, je ne vous le cache pas. C'était connu, je ne livre de secret à personne. J'ai trouvé moi-même que, encore une fois, en épousant à 1000% l'objectif 2050, que 2035 était peut-être un petit peu compliqué par rapport à l'industrie automobile, les 14 millions d'emplois qu'il y a derrière à transformer. J'ai trouvé que c'était un peu court. J'ai plutôt plaidé moi-même. J'étais commissaire à l'industrie, donc évidemment, c'était dans mon rôle, mais c'était aussi une conviction. 2040 me semblait à l'époque peut-être plus adapté à 2035, mais on a pris les décisions et je la respecte. Et donc ensuite, on a créé ce que j'ai appelé Route 35, où tous les 3 mois, je réunissais l'ensemble des acteurs avec une clause de rendez-vous, non pas peut-être pour revoir cette date, mais pour voir en 2026 où il faut accélérer, est-ce qu'il faut mettre un peu d'argent pour accompagner, enfin, où en sont les bornes électriques. Je me souviens quand je suis parti de la commission, maintenant je ne sais plus où ça en est, il n'y avait que 3 pays qui les déployaient, c'était la France, c'était l'Allemagne et c'était les Pays-Bas. Bon, et les autres, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire en Bulgarie ? Qu'est-ce qu'on va faire en Roumanie ? Qu'est-ce qu'on va faire en Grèce ? Bon, très bien. Donc ça, donc vous voyez, adapter cette transition, peut-être être moins, se dire moins sur le fait que je ne jette la pierre à personne, mais je voyais bien que derrière il y avait aussi peut-être quelques
quelques combats idéologiques, effectivement, mais à la limite, ils sont très respectables. Mais maintenant, on est dans cette transition et il s'agit quand même de nos concitoyens. Donc, comment on fait pour conjuguer à la fois l'objectif et la transition? Voilà, je vous dis... Non, parce qu'après ça, il y a deux choses. Il y a la BEI, c'est très important. Je vais devoir lever dans une minute, et après on reprendra. Bon, la BEI, vous avez... Alors, sur la défense, c'est très important que vous avez rappelé. Donc, c'est plutôt comme vous voyez, je pense qu'il faut qu'on fasse ça le plus possible en coopération avec l'OTAN, me semble-t-il, parce qu'on a cette capacité, ce savoir-faire d'interopérabilité, tout en gardant notre souveraineté et en essayant de bâtir un pilier européen qui soit l'équivalent du pilier américain pour augmenter notre souveraineté, autonomie et peser, parce qu'on doit peser, parce qu'on est quand même 1,5 fois plus grand que les États-Unis d'Amérique, quand même, pardon de le rappeler. 450 millions contre 330 millions d'habitants, c'est juste notre réalité en termes de population. Vous dites effectivement, il faut absolument que la BEI commence à jouer ce rôle. On ne pourra pas le faire sans la BEI. Je m'en suis ouvert très souvent, du reste, avec Madame Nadia Calvino, qui est la directrice générale de la BEI. Pas que financer uniquement des industries duales, il faut vraiment pouvoir le faire, parce que sur les DSA, le DMA, je vous le réserve peut-être pour tout à l'heure, parce que j'imagine qu'il y aura d'autres questions derrière. Donc, comme le président me fait des signes amicaux mais fermes, je l'écoute. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Chers collègues, je vous propose qu'on suspende quelques minutes notre séance, le temps que nous allions voter, puis on reprend tout de suite après. Merci beaucoup. Oui. J'aimerais vous demander, justement, ces matières premières critiques, vous avez eu l'occasion, quand vous étiez au commissaire européen, de travailler un petit peu sur nos dépendances et comment est-ce qu'on pouvait les résoudre, aussi bien sûr en termes d'extraction, mais aussi en termes de raffinage. Il faut ensuite être capable de produire ce matériel informatique, donc avoir les technologies nécessaires pour faire tout ce qui est disque dur, microprocesseurs, semi-conducteurs, enfin tout ce qui est les composants électroniques, d'ailleurs qui sont utiles au numérique, mais qui sont utiles dans tout. Tout à l'heure, on parlait d'industrie de défense. L'industrie de défense, elle a besoin évidemment de numérique, donc c'est essentiel aussi pour toutes ces applications-là. Donc là aussi, est-ce que vous avez pu travailler là-dessus au niveau de l'Europe quand vous étiez commissaire européen, et qu'est-ce que vous estimez qu'il faudrait faire en termes de politique actuellement au niveau Europe, au niveau France, pour résoudre ces problèmes de dépendance aussi en termes de matériel? Et une fois qu'on a le matériel, il y a aussi les questions de logiciels. Et là aussi, aujourd'hui, on est encore fortement dépendant, notamment des GAFAM, donc de Microsoft, de Google. La plupart des outils qu'on utilise reposent sur ces systèmes. Même, je pourrais prendre un exemple au niveau de l'Assemblée nationale, où aujourd'hui, notre messagerie est Microsoft Outlook. Alors, certes, elle est sur des serveurs de l'Assemblée, mais ça reste une technologie américaine. Et à l'heure où on parle de plus en plus de régulation... Il n'y a pas le compteur. Non, mais je l'ai moi. Il n'a pas été lancé, mais je l'ai moi. Vous êtes arrivé au bout, mais allez-y, finissez votre question. Ok, je vais essayer de terminer rapidement. Donc aujourd'hui, quelles politiques sont mises en œuvre, en tout cas, pour développer aussi une forme de souveraineté sur les questions d'application numérique, sur les questions de régulation de l'IA générative notamment, où on a déjà identifié beaucoup de problèmes potentiels. Et vous avez évoqué tout à l'heure donc le cyberespace, c'est un peu tout ça justement. Comment faire pour avoir une souveraineté à cette échelle-là et résoudre nos différentes dépendances. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député, pour vos questions. Il y a tout un faisceau de questions. D'abord, je voudrais revenir sur le concept de souveraineté. Concept à manier avec précaution. Je vous parle de mon expérience. On mélange souvent souveraineté avec protectionnisme, et même les purs, il va falloir qu'on refasse tout seul. Je le dis tout de suite et sans embâche, dans le monde où on est, c'est impossible. C'est tellement vrai que même un pays comme les États-Unis d'Amérique a bien compris qu'il ne pouvait pas faire tout seul. On voit du reste que parce qu'il a fait cette analyse, il lorgne sur tel ou tel territoire parce qu'il a bien compris qu'il ne pouvait pas faire tout seul. Et je crois qu'il faut que nous, on comprenne bien ça, Européens. On ne pourra jamais tout faire tout seul. En revanche, c'est pour ça que je voudrais faire évoluer un tout petit peu ce concept de souveraineté en concept d'autonomie ou d'autonomie stratégique et derrière, pardon de le dire, de puissance. Parce que le monde dans lequel nous entrons désormais, c'est un monde où il va falloir faire des rapports de force. Et des rapports de force, précisément, avec tous ceux qui étaient auparavant nos partenaires, parce qu'on a été finalement dans un environnement qui était plus organisé, plus régulé,
plus contrôlé, y compris par les règles de l'OMC au niveau mondial, et que ça a volé en éclats. Et donc, dans ce contexte, eh bien, malheureusement, on voit que nous entrons dans un monde brutal. Et mon point, c'est que, bien sûr, il faut regarder tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes pour pouvoir répondre, et notamment, vous l'avez rappelé, à cette double transition. Vous avez fait allusion à la transition numérique et à la transition verte. Et il faut évidemment un certain nombre de composants. Il faut des matériaux, il faut des terres rares, il faut du lithium, il faut du cobalt, il faut du graphite. Il faut tout ce qui fait qu'évidemment, on va pouvoir avoir, dans un cas comme dans l'autre, les matériaux qui sont nécessaires. Mais voyez-vous, on ne pourra pas tous les avoir chez nous, même si on en a beaucoup. Et j'étais commissaire également à l'industrie, et j'ai porté, vous avez fait implicitement allusion, le Critical Raw Material Act. C'est-à-dire, on a identifié, on a cartographié tous les matériaux critiques qui nous semblent être indispensables. Ça va du germanium à tous les composants dont j'ai parlé. On a pratiquement une grande partie du tableau de Mendeleïev, du reste, hein, y compris avec des composants qui sont parmi les plus exotiques, mais qui sont absolument clés et critiques. Alors, on a regardé d'abord tout ce qui se passait en Europe, et donc on a parfaitement identifié, avec les équipes, depuis maintenant des années, c'est clair, on a des gisements, on a des lieux, mais on a aussi des règles. On a aussi des règles, et des règles notamment qui sont importantes pour nous en Europe, qui sont des règles environnementales, pour préserver et la biodiversité, et l'environnement, et par parenthèse, les populations locales. Donc, il faut voir comment on peut gérer tout ça. Et je ne voudrais pas qu'on puisse se dire qu'on va aller faire chez les autres ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes chez nous. Donc, il faut déjà avoir ça en tête. Alors, malgré tout, dans tout le sous-sol qu'on a au niveau européen, je parle d'abord sur les matériaux critiques, on a une très bonne partie, on pense qu'on peut faire, donc on a identifié à peu près au moins 40 à 50%, on peut le faire chez nous. Reste ensuite un certain nombre de partenariats à conduire. Alors, j'avais mené avec mes équipes les tours du monde, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup. J'ouvre une toute petite parenthèse sur ce que on voit aux États-Unis. Il ne faut pas se tromper. Les velléités qu'on peut avoir quand on est dans Paris aujourd'hui, on est très fiers du reste parce qu'il y a le drapeau français à côté du drapeau danois. C'est assez opportun finalement puisqu'il y a un dîner d'État, je crois, visite d'État et dîner d'État auquel les personnalités ont été conviées, et ce qui est parfaitement légitime, Monsieur le Président. Mais derrière, évidemment, il y a le Groenland. Et évidemment, on dit que le Groenland regorge, soi-disant, de ces fameuses terres rares, etc. Enfin, il y a un autre État qui n'est pas très loin du Groenland, enfin, qui s'appelle l'Alaska. Alors, l'Alaska, il y a aussi des composants. Ah oui, mais l'Alaska, il y a des règles environnementales qui sont un peu contraignantes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller voir ailleurs parce que c'est plus facile, y compris sans prendre trop de précautions pour l'environnement par rapport à ce qu'on a. Oui, en Alaska, il y a 28 millions d'acres qui sont entièrement protégés par des règles environnementales. Donc, voilà, je vous le dis pour cette petite éclairage, parce que quand je dis, c'est un peu ça aussi le monde dans lequel on est. Donc nous, évidemment, on a identifié un certain nombre de partenariats, notamment avec des pays qui ont ces ressources. Le lithium, par exemple. Le lithium est un élément absolument important pour faire les batteries. On a du lithium en Europe, et on en découvre un peu. Souvent, du reste, sous les mines, on voit qu'on en trouve pas mal. Y compris en Alsace, sous le Rhin, il y en a, dans l'Allier. Bon, enfin, voilà. Mais derrière le lithium, il faut le raffiner. Et aujourd'hui, le raffinage, il se fait où? En Chine. C'est-à-dire que les Chinois ont maintenant un quasi-monopole du raffinage des terres rares, mais aussi des principaux composants, dont le lithium. Alors, vous extrayez le lithium, par exemple, je vais dire n'importe quoi, en Namibie. Il y a aussi beaucoup de lithium en Namibie. C'est 2 000 € à peu près la tonne. Vous l'envoyez ensuite en Chine. Vous imaginez l'empreinte carbone. Vous le raffinez en Chine et ça ressort à 80 000 $ la tonne. Cherchez l'erreur. La valeur ajoutée, elle est où? Et quand vous discutez avec les pays, qui sont notamment les pays qui ont ces ressources, ben ils veulent quoi? Ils veulent évidemment
partager la valeur ajoutée, et c'est les engagements que j'avais commencé à nouer. Je parlais de la Namibie, on a fait ce partenariat. On peut parler évidemment de la République démocratique du Congo, qui, comme vous le savez, regorge de cobalt. Alors, il y a une situation très difficile avec le M23 et avec tout ce qui se passe. Mais vous avez un certain nombre d'États qui vont vous dire, mais nous, on est prêts à le faire. Et j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure en Afrique. Mais il faut arrêter d'avoir ce sentiment de... On extrait, et donc il faut appliquer les normes environnementales qu'on s'applique chez nous. Et derrière, on fait en sorte qu'on investisse ensemble pour avoir des infrastructures où la valeur ajoutée va pouvoir être partagée et contribuer au développement local. Donc vous voyez, il faut bâtir, c'est pour ça que je vous dis, souveraineté veut dire aussi puissance et veut dire aussi crédibilité et alliance. J'insiste sur ce point parce que ça veut dire qu'il faut que nous aussi on ait, je dirais, ce logiciel dans notre nouvel ADN européen. Et pour ça, vous voyez, Monsieur le Président, il y a un mot, c'est leadership. Il faut du leadership. Il faut du leadership pour conduire effectivement ce type d'approche, ce type de démarche. Quand on parle évidemment des GAFA, bien sûr qu'aujourd'hui, nous sommes défendants, et je le disais tout à l'heure, une grande raison pour moi, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions, vous le savez, beaucoup. Et une grande raison pour moi, on a raté quelque part cette première vague de la révolution des données. Ben, c'est parce c'était les données personnelles et que finalement, quand on pouvait être un étudiant de première année de Harvard, du collège, première année, et finalement dire, bon, finalement, je vais faire un annuaire, et puis j'arrête mes études, suivez mon regard, et je vais créer Facebook. Un étudiant de première année pouvait le faire, ce qui veut dire que ce n'était pas non plus du génie technique, mais il y a eu tout de suite la profondeur du marché. Il y a eu quelque part la rencontre, marketing, oui, le génie marketing, de la rencontre entre finalement un nouveau produit et un nouveau service. Il a commencé. Et après, évidemment, beaucoup de choses. Je dirais la roue s'est mise en train. Je ne minimise pas ce qui a été fait, mais je dis que ce qui nous a manqué pour nous, c'était la profondeur. Et c'est pour ça que je reviens aux 6 lois, aux 6 règlements que nous avons portés. 6 lois maintenant qui sont claires, qui structurent notre espace informationnel avec un seul régulateur, une seule loi pour tout le monde, et enfin la profondeur du marché intérieur pour la nouvelle vague qui est devant nous, qui est la vague des données industrielles, qui va être beaucoup plus importante que celle des données personnelles, où il faut qu'on se prépare précisément pour pouvoir y répondre. Est-ce qu'on a tout prêt pour y répondre? Oui. Est-ce qu'il faut le faire? Oui. Est-ce qu'il faut des data centers? Bien sûr. Est-ce qu'on sait les faire? Oui. Est-ce qu'il faut de l'énergie? Oui. Est-ce qu'il faut de l'énergie pas chère? Oui. Sujet. Est-ce qu'il faut de l'énergie décarbonée? Bah, évidemment. Évidemment. Est-ce qu'on peut faire des efforts et des progrès en matière de consommation d'énergie? Bien sûr. Mais on voit bien que là encore, on a des projets qui vont être portés par ça et que je suis du reste convaincu qu'on peut le faire. Vous parliez de l'intelligence artificielle. Il y a quelques semaines, l'un de vos collègues, David Cormand, m'a invité à parler de ces questions. C'était à l'occasion du sommet d'intelligence artificielle. Ils avaient créé un sommet parallèle, et donc de l'expérience, de ce que j'ai fait, et pourquoi on l'a fait, et pourquoi c'était important. Et au fond, comment chacun, en respectant un peu ce qui fonde nos différences, eh bien, on peut essayer de trouver des chemins communs par rapport à cet objectif. Et je le redis, qui pour moi est plus qu'un objectif de souveraineté, parce qu'on n'y arrivera jamais, mais c'est finalement dans tout ce que nous allons faire et qui est très important pour nos concitoyens, comment créer un environnement et les chaînes de valeur, parce que derrière c'est les chaînes de valeur dont il s'agit, qui vont continuer à pouvoir fonctionner. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, c'est quand même absolument sidérant. Vous avez effectivement ces chaînes de valeur industrielles. Moi j'ai connu ça dans ma vie. En 2000, j'étais président de Thomson et de RCA. RCA, c'était le plus grand fabricant de téléviseurs, etc. C'était 25% de part de marché aux États-Unis. Mais on nous a forcé, je dis bien l'administration américaine, à fermer les usines en Europe. Il fallait qu'on les ferme pour aller les mettre dans les maquiladoras, c'est-à-dire à la frontière du Mexique, de l'autre côté du Mexique, pour des raisons évidemment de compétitivité, on va dire ça entre guillemets. C'est l'administration américaine qui a demandé. J'en étais le témoin et l'acteur, en créant des supply chains et des chaînes de valeur, effectivement. La même chose s'est produite au Canada avec l'industrie automobile. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Ah non, mais vraiment, le Mexique et le Canada nous martyrisent. Ils nous traitent mal.
Ben oui, mais c'est juste l'administration américaine qui a demandé de faire tout ça et d'avoir ces chaînes de valeur qui sont maintenant complètement élargies au sein du NAFTA. Et si je vous dis cet exemple, cette anecdote que nous vivons, ça veut dire que pour nous, au niveau européen, il faut qu'on soit très attentif précisément aux alliances que l'on mène, la façon dont on les mène, la solidité, sachant qu'on ne pourra pas tout faire tout seul, mais que c'est parce qu'on représente, et je veux conclure là-dessus, la force du marché intérieur. Le marché intérieur, on est le premier marché intérieur au monde, c'est énorme, 450 millions de consommateurs. Et donc, c'est le mettre en balance, évidemment, par rapport aux négociations, aux discussions que l'on peut avoir. Mais il faut, là encore, comme je le disais tout à l'heure, Monsieur le Président, du leadership pour pouvoir peser. Voilà le monde dans lequel on entre. C'est un monde qui est difficile, mais il vaut mieux qu'on soit lucide parce que c'est celui qui nous attend. Merci beaucoup. La parole est à Sabine Thier pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. En fait, on a trop de questions. Hein. Votre portefeuille était... Le président vient de me dire que je suis vraiment beaucoup trop long. Ouais. Votre portefeuille... Il vient de me dire. Ah. Bon, votre portefeuille était tellement large qu'on a beaucoup trop de questions à vous poser, mais en réalité, tout est lié. Cybersécurité, spatiale, politique industrielle, politique de défense, etc. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de créer vraiment un marché unique au niveau du capacitaire, au niveau européen? Henri Coletta, qu'on a eu en audition aussi, disait qu'il faudrait mieux parler, par exemple, d'un marché commun pour pouvoir aussi arrimer des pays comme le Royaume-Uni ou ceux qui sont maintenant extérieurs de l'Union européenne, mais faisant partie quand même de l'espace européen. Est-ce qu'on n'a pas aussi un problème d'articulation au niveau de l'industrie de la défense entre tout ce qui est géré du niveau intergouvernemental et ce qui est géré du niveau intégré? Donc, est-ce que là, parce que quand on pense à la facilité européenne pour la paix, c'est plutôt intergouvernemental. Quand on pense au Fonds européen de la défense, c'est intégré dans le budget. En même temps, on a un problème aussi de standardisation de notre matériel qui empêche souvent l'interopérabilité. Comment peut-on mettre des priorités entre tout ce qui est nécessaire au niveau conventionnel et tout ce qui est nécessaire aussi au niveau de nouvelles technologies? Il y a toujours un petit gap entre tout ça. Quand on parle de cybersécurité, on manque quand même encore d'un cloud souverain. Comment on y arrive vers un cloud souverain? Enfin, je sais que les questions sont un peu multiples pour une réponse courte, mais comment faire pour établir des priorités aussi, des priorités pour nos industriels, pour pouvoir aller dans le même sens et garantir, limiter les risques dans ce monde devenu très dangereux. Merci beaucoup. Non, vous posez vraiment la question qui est une question importante, mais qui est une question que moi j'ai connue dans tout ce que j'ai pu faire. C'est l'Europe, d'abord c'est la parole. Et je peux vous dire que j'ai vraiment découvert la force de la parole, mais aussi la nécessité de la parole. Quand on est commissaire européen, quand on est allé dans l'exécutif, il faut pouvoir évidemment parler pour expliquer, échanger, recueillir, interagir. Mais la parole est importante parce que derrière, il faut évidemment essayer de trouver un consensus en permanence avec toutes les parties prenantes qui vous entourent. Les parties prenantes, je le rappelle, c'est d'abord le Parlement européen, c'est d'abord évidemment nos 450 millions de concitoyens. C'est aussi l'ensemble des 27 États membres, chacun évidemment ayant un rôle à jouer. Et il faut que vous ayez... sa force de la parole est importante parce que quelque part, ça donne un éclairage. Si vous l'exprimez, vous essayez de l'exprimer après avoir quand même testé, consulté les parties prenantes, mais après, il faut avoir le courage de l'exprimer. Et puis c'est le deuxième volet, de se mettre en marche. Donc c'est la force de la parole et la nécessité de l'exécution. Et donc, encore une fois, du leadership. Parce qu'il faut aller de l'avant, y compris pour la défense, y compris quand les industries de défense, quand la défense reste à la main des États membres, mais quand on peut aider les industries de défense à accélérer ce qui est nécessaire pour nous, c'est-à-dire une augmentation de la capacité de production. On sait tout faire en matière de défense en Europe. On sait faire des porte-avions nucléaires, on sait faire des sous-marins nucléaires, on sait faire des missiles hypersoniques, on sait faire tout ce qu'il faut pour la cybersécurité, des supercalculateurs, des satellites les plus perfectionnés, les avions évidemment de combat les meilleurs du monde, en particulier en France. Donc on sait tout faire. Le problème, c'est d'aller plus vite et de travailler, vous l'avez dit tout à l'heure, ensemble. Et pour ça, je vous l'ai dit, après avoir beaucoup réfléchi,
après avoir beaucoup agi, j'ai trouvé qu'une seule solution, une enveloppe commune. Vous le rappeliez tout à l'heure, avec notamment Kaja Kallas, on avait identifié 100 milliards, un fonds commun, pour revenir, madame, à ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, il faut plus, parce que précisément, les temps ont changé. L'adversité, maintenant, elle n'est plus uniquement à l'Est, mais elle est aussi à l'Ouest, avec les relations qu'il va falloir faire évoluer, notamment, je pense évidemment à notre allié outre-Atlantique. Donc, il faut sans doute un fonds plus important. Il ne m'appartient pas de le calibrer, mais même si j'ai une idée personnelle. Et donc, ça servira à quoi ? À dire aux entreprises, et c'est là pour répondre à votre question, venez ensemble, et si vous venez à 4, on peut dire 3, on peut dire 5, on avait dit à 4, et je vous signale par parenthèse que tout ceci figure dans le programme EDIP que j'ai porté avec mes équipes, qu'on a fait avec mes équipes, qui est maintenant en négociation par les co-législateurs et que je vous invite évidemment à regarder. J'espère que, du reste, les co-législateurs vont arriver rapidement parce que tout ça figure, pour répondre à votre question, à l'occasion du programme EDIP, y compris la nécessité, je sais qu'Enrico Letta partage, parce qu'on a beaucoup parlé tous les deux avec moi, cette nécessité d'avoir, y compris du reste Mario Draghi, qui partage aussi, il l'a dit de façon très explicite. Malheureusement, à ce stade, la présidente de la Commission n'a pas encore repris cette idée, mais je pense qu'il faut continuer, d'avoir un fonds, encore une fois, créé par endettement commun, pour pouvoir avoir l'instrument, le moyen de forcer évidemment les entreprises en coopérant, à travailler ensemble et à bénéficier en retour d'un cofinancement qui va les aider à accélérer le déploiement. Et quant à l'interopérabilité, je l'ai dit, on sait faire de l'interopérabilité dans le cadre de l'OTAN. On a des règles, il y a même des standards, et c'est la raison pour laquelle je pense que dans cette phase de transition intermédiaire à laquelle je faisais référence tout à l'heure avant l'interruption de séance, je pense qu'il est peut-être important, tout en essayant de bien définir, calibrer ce qu'on veut dire par pilier européen de l'OTAN, essayer de se trouver aussi notre autonomie au sein de ce pilier, tout en préservant évidemment le caractère singulier de l'Alliance. Mais on sait faire de l'interopérabilité. J'ajoute pour conclure que quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, où effectivement nous avons fourni, je tiens à le rappeler parce que si on ajoute effectivement tous ceux qui contribuent au soutien de l'Ukraine hors États-Unis, y compris en matière de soutien de défense et militaire, je pense en particulier à cette nouvelle, je dirais, organisation ad hoc des pays qui se sont retrouvés du reste la semaine dernière à Paris sous coprésidence britannique et française. On a donné plus, de façon militaire même, que les États-Unis. Et plus, évidemment, en valeur absolue, quand on ajoute à la fois le soutien aux réfugiés et le soutien au budget ukrainien. Je dis ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait en se faisant ? On a fourni aussi beaucoup de matériel. Et le matériel, je peux vous dire qu'il était disparate. Parce qu'on a fourni tout un tas de vieux chars soviétiques. Tous les pays de l'Est de l'Europe en avaient beaucoup. Mais ça tombe bien parce que l'armée ukrainienne les utilisait. Avec les obus qui allaient bien, ce n'étaient pas des obus de 155, mais de 152. C'était évidemment le calibre soviétique. Donc on a fourni tout ça. On a fourni évidemment des pièces d'artillerie qui sont disparates. On a fourni des chars qui sont occidentaux et différents. On a fourni beaucoup de matériel disparate. Et vous savez quoi ? Les Ukrainiens ont réussi à le faire marcher et l'interopérer. Comme quoi, c'est possible. Merci beaucoup. La parole est à Laurent Mazori pour le groupe Lyot. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire Breton, chers collègues. Nous le savons, et alors que la guerre en Ukraine l'a par ailleurs largement remis en avant, vous venez de nous le rappeler à nouveau, l'espace est un enjeu crucial pour notre vie quotidienne et pour notre défense. Pourtant, dans ce domaine, il semble que l'Europe soit face à certaines difficultés et doive, comme dans d'autres secteurs, s'adapter aux bouleversements qu'entraîne la présidence de Donald Trump aux USA. Récemment, le PDG du CNES, M. Lionel Suchet, a affirmé que les divergences se sont accrues entre les États-Unis et l'Europe avec deux visions de l'espace et de l'intérêt de son exploration, mais aussi de son utilisation, qui par de fait sont très différentes. Par ailleurs, si la coopération avec les États-Unis venait à se dégrader encore plus, cela aurait pour conséquence d'entraîner des difficultés, notamment dans les missions liées à l'exploration, mais aussi à l'environnement. L'Europe connaît pourtant déjà certains obstacles internes. Selon le rapport Draghi, son industrie spatiale voit ses exportations et sa rentabilité en la matière baisser. La gouvernance spatiale est fragmentée et manque de coordination et se pose également la question du principe du retour géographique. Le rapport Draghi fait donc certaines recommandations et propose notamment de réformer la gouvernance spatiale, mais aussi de supprimer le principe du retour géographique porté par l'ESA. Pourriez-vous nous donner votre avis sur ces recommandations ?
Pourriez-vous également nous donner des éléments sur ce qu'il se passe aux États-Unis au niveau spatial et par conséquent sur les conséquences des ambitions américaines sur le spatial européen et mondial? Enfin, il semble qu'Airbus, Thales et Leonardo aient déposé à la Commission européenne un avant-projet de consolidation visant à rassembler leurs actifs dans le domaine spatial dans une société commune. Si cela venait à se concrétiser, il semble que ceci permettrait de renforcer la compétitivité de l'industrie spatiale européenne à l'échelle mondiale. Quelles seraient, selon vous et votre expertise, les conséquences pour cette même industrie et pour les autres acteurs industriels du spatial? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député, pour cette question très précise et très importante. Sur le dernier point, si vous le permettez, n'étant plus commissaire moi-même, ça ne vous a pas échappé, même si ça échappe à certains journalistes. Je ne vais pas répondre à cette dernière question parce qu'évidemment, c'est une de la compétence exclusive de la Commission. Je ne doute pas qu'un dossier d'instruction a été ouvert sous la responsabilité, je crois que c'est Madame Ribera qui maintenant est en charge de ces questions. Ceci dit, je suis en faveur de toute consolidation à titre personnel, car j'estime qu'on a encore, au niveau spatial, beaucoup à faire en se consolidant, en travaillant ensemble avec les grands acteurs spatiaux, notamment ceux que vous avez évoqués, mais j'en resterai là si vous le permettez. J'espère en tout cas que la Commission va étudier ça, évidemment, avec, j'en suis convaincu du reste, avec le sérieux qui est le sien et l'intérêt général également qui est chevillé au corps. Voilà. Bon, alors sur les autres aspects de votre question. C'est vrai que c'est un sujet absolument essentiel. D'abord, l'accès à l'espace est absolument fondamental. On a souffert. Et enfin, on est sorti de cette mauvaise période, avec évidemment le succès d'Ariane 6, avec évidemment aussi nos amis italiens. Donc on a souffert, mais je pense que les moments difficiles sont derrière nous. Bon, il faut évidemment continuer, il faut aller de l'avant. Je suis à 100% d'accord avec le rapport Draghi sur l'arrêt, évidemment, du retour géographique. Maintenant, il faut vraiment travailler ensemble. Ça a fragmenté, ça a freiné, ça a créé des tensions, ça a créé beaucoup de lourdeur. Et donc, il faut évidemment que là-dessus, l'ESA évolue. Je l'ai dit très souvent à M. Aschbacher, j'espère vraiment qu'il va évoluer. Il faut aussi qu'il comprenne que l'ESA n'est pas une entité en soi, qu'elle travaille pour l'intérêt général européen, même si nous y accueillons aussi des membres non membres de l'Union européenne. Je pense en particulier à nos amis britanniques en particulier. Mais enfin voilà, c'est quand même c'est une organisation qui doit être désormais de plus en plus, je dirais, au service de l'intérêt général européen. C'est toujours utile de le rappeler, je pense, à l'ESA. Je ne fais de procès d'intention à personne, mais là encore, pour reprendre un terme qui m'est cher, le leadership est peut-être nécessaire dans certains cas sur cette question. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut évidemment faire évoluer. Et il y a deux types. Je parle d'abord de l'accès à l'espace. Bon, j'espère qu'on a réglé le problème. Ça nous a coûté cher. On devait lancer, on savait, il y avait des satellites Galileo qui étaient en attente. On a dû trouver des solutions alternatives, malheureusement, parce que, comme vous le savez, on avait cru qu'avec les lanceurs Soyuz, ça nous permettrait de donner tout le temps. Vous savez, on est vraiment encore un peu trop en logique d'arsenal encore pour nous en Europe, y compris dans l'espace. Ne vous inquiétez pas, je vais faire le meilleur produit, le meilleur système. Le temps, ça n'a pas d'importance, l'argent non plus, mais on va faire... Voilà, ben si, le temps et l'argent, ça a de l'importance. Et je le dis évidemment devant la représentation nationale. Donc bon, les lanceurs, maintenant c'est bon. Les lanceurs qui sont réutilisables, évidemment, il va falloir y aller, c'est une évidence. Et puis les micro-lanceurs. Et je dois dire qu'on a quand même une industrie de micro-lanceurs qui est très prometteuse en Europe. Vous avez vu qu'il y a du reste, pas plus tard qu'avant-hier, des échecs qui sont en fait des succès. Hein, je pense à Spectrum en particulier. Donc on a un certain nombre d'entreprises qui sont dynamiques au niveau européen, en France, en Allemagne, en Suède, en Italie, en Espagne. Donc on a des entreprises, il faut évidemment les fédérer. Et je dirais que quand j'ai porté cette idée donc, de la constellation
Iris Square, Iris au carré, donc que j'ai porté avant la guerre en Ukraine. J'étais seul quand j'ai lancé ça, j'ai le député. Ça n'a pas été un parcours de santé, je peux vous dire. Mais j'avais vraiment le sentiment qu'il nous fallait vraiment une constellation, en plus des 2 autres constellations, pour pouvoir précisément maîtriser, ne pas défendre d'autrui, pour avoir des communications sécurisées, intergouvernementales, y compris pour un sujet qui m'est cher, c'est qu'à partir du moment où on va avoir potentiellement des ordinateurs quantiques, on verra quand, mais en tout cas des accélérateurs quantiques, on pourra casser les codes qui assurent la sécurisation de nos communications, y compris sur l'espace Internet, c'est ce qu'on appelle les codes RSA. Donc il faut commencer aussi à avoir de la communication cryptée qu'on appelle post-quantique, portée par les satellites en orbite basse, on peut le faire en orbite basse. Et donc c'est la raison pour laquelle j'avais poussé vraiment cette constellation. Et bien finalement on n'avait pas le budget, comme quoi rien n'est impossible. On a trouvé finalement le budget, on a créé le dynamisme et la synergie, et maintenant elle est là, elle va donc démarrer. C'est formidable pour notre industrie spatiale. On a associé, du reste, c'était une demande des Allemands et je les ai beaucoup soutenus pour qu'il y ait au moins 30% d'intervenants qui soient des PME, des start-up, qui puissent précisément profiter de ce formidable élan très novateur, puisqu'on va faire à la fois donc, de la connectivité sécurisée, y compris en post-quantique. On va faire de la surveillance de l'espace par l'espace, ce qui est très important. Je parlais tout à l'heure de la sécurisation de ces espaces contestés de spatial. Donc cette constellation qui est une constellation qui est multi-orbitale, qui est beaucoup plus sophistiquée, performante notamment que les constellations comme celles dont on parle aujourd'hui, Starlink et autres, qui sont des constellations donc en orbite basse, 440 km à peu près, où on envoie des dizaines et des milliers de petits satellites qui créent autant de pollution. C'est incroyable, si vous voyez. Moi, je vais souvent en Creuse. J'adore marcher. Et le soir, c'est incroyable. Et maintenant, vous voyez ces trains-là qui déroulent. La pollution, y compris pour ceux qui font de l'astronomie, vous avez une pollution visuelle qui est incroyable, sans compter que cette pollution visuelle, comme la durée de vie de ces... On appelle ça dans notre jargon, avec le laboratoire, on appelait ça des boîtes à chaussures, parce que c'est des petites... voilà. Il y a autre chose que des chaussures dedans, hein, c'est plus sophistiqué. Mais derrière, évidemment, il y a un moment où ça ne fonctionne plus, où ça crée du débris. Donc nous, c'est multi-orbital, avec une couche méo et une couche géo, avec évidemment aussi, et là j'ai beaucoup poussé pour ça, j'espère que mes successeurs, j'ai cru comprendre que vous aviez auditionné l'un de mes successeurs, parce que j'en ai eu beaucoup, mon portefeuille, je crois que j'ai eu 4 ou 5 successeurs pour couvrir mon portefeuille, je crois que c'est l'un d'entre eux que vous avez auditionné, M. Kubilius. J'espère qu'ils vont garder aussi un aspect que j'ai beaucoup poussé, qui est de la gravimétrie quantique, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser précisément sur l'orbite basse, donc des capacités d'avoir des capteurs quantiques qui vont commencer à pouvoir faire de l'analyse souterraine, ce qui est formidable, et faire aussi une cartographie souterraine par satellite. Voilà, donc il y a beaucoup d'innovations, beaucoup plus perfectionnées que Starlink, hein, on n'est pas du tout dans la même chose. On peut le faire très rapidement, et c'est un... Voilà, vous savez, Galileo, on a commencé un peu en retard par rapport aux États-Unis. Eux, ils avaient le GPS. Et ça, on parle d'autant plus que c'était évidemment mes prédécesseurs. Et on a démarré en retard. Et ben, on a réussi à faire maintenant, c'est la meilleure constellation au monde, beaucoup plus puissante. On dit toujours GPS quand on dit à maman GPS, etc. Non, et c'est Galileo. GPS, c'est le système américain. Galileo, c'est le système européen qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus sophistiqué et qui est souverain, puisque évidemment il est fait par nous. Mais donc on sait rattraper notre retard s'il le fait, mais pour ça, il faut, comme vous diriez, Monsieur le Président, du leadership. Donc voilà. Donc je veux pas. On pourrait parler encore beaucoup de spatial, mais je pense qu'on a une voie. Il ne faut pas être en retard. C'est vrai aussi que l'industrie spatiale américaine dépend beaucoup, et notamment si on regarde par exemple Starlink. Moi, je suis absolument étonné de voir que... J'ai regardé l'autre jour, j'ai essayé de voir un peu le montant, parce que ça ne vous a pas échappé que le président des États-Unis a un collaborateur qui, par ailleurs, a des activités par ailleurs. Donc, nous, on est très attentifs chez nous. Hein, ça, je veux dire que les conflits d'intérêts, ça, vous êtes bien placé pour le savoir, on n'est pas souple, et c'est bien normal. Là-bas, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de... C'était un peu souple, quoi, disons, un petit peu souple. Donc j'ai regardé, ça dépend beaucoup quand même, Starlink dépend... pas Starlink... SpaceX dépend énormément, évidemment, quasiment que en gros, mais pas que, mais en très grande partie quand même d'un soutien. Alors j'ai regardé parce que la valorisation, je me dis, mais comment la valorisation, parce qu'on dit toujours, c'est certainement le plus riche du monde, enfin, on emploie des qualificatifs comme ça, qu'est-ce que ça veut dire au fond, parce que c'est...
Et donc j'ai regardé la valorisation qui était comptabilisée pour SpaceX. Alors j'ai vu comme ça un peu 180 milliards ou quelque chose comme ça, des chiffres absolument gigantesques. Puis je me suis dit, tiens, mais quel est le chiffre d'affaires au fond? Le chiffre d'affaires, je crois que j'ai vu que c'était entre 11 et 12 milliards. 180 milliards de valorisation, 11 à 12 milliards de chiffre d'affaires, multiple de 10 fois le chiffre d'affaires. Puis après ça, je regardais le détail. Maintenant, vous avez du SpaceX et du Starlink. Le SpaceX, c'est uniquement peut-être 5 ou 6 milliards. Vous voyez, donc, voilà. Mais qui dépendent énormément, évidemment, du lien qu'il y a avec les États-Unis. Même si, je dois dire, il y a aussi une activité commerciale qu'il ne faut pas négliger, qui existe, puisqu'on a été nous-mêmes, quand on a été bloqué, parce qu'on n'avait pas la capacité de lancement donc, pour lancer les satellites Galileo, de faire un appel d'offres mondial. Et pour dire, entre-temps, il en a fallu 2. Et je dois le dire, il a fallu prendre ce qui était disponible pour lancer les satellites Galileo, parce qu'il fallait maintenir, pour la sécurisation de notre constellation, il fallait vraiment les lancer. Ils étaient en retard, puisque Ariane 6 était en retard. Il a fallu faire appel de façon temporaire à 2 lancements de SpaceX. Merci beaucoup. La parole est à Nicolas Dragon pour le groupe Rassemblement National. Et vous voyez que j'ai pas pu faire court, je suis désolé. Non, je vais essayer de faire plus court avec M. Dragon, alors. Merci, Monsieur le Président Anglade, chers collègues. Monsieur l'ancien commissaire européen Thierry Breton, vous avez été un fervent défenseur du Digital Service Act. Alors, toutefois, vous avez effectué une mise en garde en août dernier à Elon Musk. Vous avez fait des déclarations en rapport avec la suspension ou l'annulation de l'élection présidentielle roumaine. Cela en raison de possibles manipulations sur TikTok. Tout cela soulève des inquiétudes quant à un contrôle accru du débat démocratique au sein des États membres par les institutions européennes. En conséquence, le Rassemblement national dénonce une instrumentalisation du Digital Service Act au service d'une censure déguisée, notamment à l'encontre des oppositions politiques. Une atteinte directe au seul peuple souverain dont on cherche vraisemblablement à influencer le vote. Le verdict du procès de Marine Le Pen, hier, 31 mars 2025, en est un autre exemple. Le prononcé d'une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, sans réelle motivation des juges, semble avoir pour objectif d'écarter la candidate favorite des prochaines élections, empêchant ainsi le peuple souverain de s'exprimer librement. Dès lors, comment aujourd'hui, au sein du pays qui a vu naître les droits de l'homme, la France, pouvons-nous garantir la tenue d'élections libres et régulières dans leur déroulement face à une volonté grandissante de retarder l'arrivée au pouvoir du premier parti d'opposition? Monsieur le commissaire, c'est le petit-fils d'un Polonais, à l'époque persécuté par le communisme, qui vous pose la question. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Eh bien, alors vraiment, monsieur Dragon, merci de votre question. Merci de votre question. En tout cas, la deuxième partie, si vous voulez bien, je la laisse parce que je me sens moins compétent. Mais sur la première partie, d'abord, je voudrais le rappeler à votre commission. Le DSA n'est absolument pas un règlement, et donc une loi d'application directe, qui contrôle la parole et qui censure. C'est tellement vrai que cet acte qui est fait pour protéger nos enfants contre le harcèlement, contre des propos qui pourraient être délétères, contre la pédopornographie, et contre un élément. Et je voudrais attirer vraiment votre attention là-dessus. Vraiment, l'origination du DSA, c'est que chez nous, vous voyez, en Europe, et vous le savez mieux que quiconque, on est le pays des droits de l'homme, on est le pays de la parole libre. On n'a pas attendu 1793 et la Constitution américaine pour avoir la parole libre. Les libres penseurs, Voltaire et autres, c'est l'Europe. Et la France, vous avez raison de le rappeler, n'est pas le dernier à avoir joué ce rôle. Pas le seul en Europe, mais la liberté d'expression, c'est chez nous que ça trouve ses racines et son origine. Et donc, on est très attaché à ça. Et voyez-vous, le Parlement européen, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas rien. Et s'il y a une chose à laquelle le Parlement européen est attaché, je peux vous le dire, c'est la liberté d'expression. C'est la raison pour laquelle le DSA qui a été, encore une fois, clairement discuté pendant 2 ans,
avec des députés qui ont travaillé énormément, a été l'un des textes qui a été voté avec le plus grand nombre de soutiens. J'ai beaucoup côtoyé, du reste, certains de vos amis politiques au Parlement européen. Moi, je parlais à tout le monde. Alors, j'ai mes idées, comme vous, hein, mais je parlais à tout le monde, y compris, je le dis très simplement, j'ai souvent parlé, j'aimais bien parler avec M. Bardella. On échangeait. Et M. Bardella, du reste, il n'a pas voté contre le DSA. Vous savez pourquoi il n'a pas voté contre le DSA ? Non, il était là, il était parfaitement là. Parce que non, je veux pas, c'est pas vrai, il était souvent là, et je sais qu'il y a ce mythe. Non, mais je ne vais pas défendre M. Bardella, mais je peux vous dire que moi, je l'ai vu très souvent au Parlement, il était là, il travaillait. Il a tellement travaillé sur le DSA qu'il n'a pas voté contre. Parce que précisément, M. Dragon, il savait qu'avec le DSA, on ne peut pas invalider une élection en Roumanie. Et merci de me citer la Roumanie. Parce que j'ai été un jour interviewé par quelqu'un et on parlait précisément des élections en Roumanie, où on a dit, mais le Conseil constitutionnel en Roumanie a invalidé les élections. Et on m'a dit, mais est-ce que le DSA, il va ensuite être saisi, puisque c'était soi-disant, parce qu'il y avait eu des manipulations sur TikTok, pour précisément voir ensuite s'il y avait des éléments, mais pas avant. Je l'ai précisé, par des hasards et des jeux, on a voulu inverser ce que j'avais dit. J'en tiens rigueur à personne, mais je me permets de le rectifier, de le redire devant vous, comme je l'ai dit à maintes reprises. Ce n'est pas nos lois numériques qui ont invalidé l'élection en Roumanie, c'est le Conseil constitutionnel roumain qui a pris ces décisions, et c'est seulement après qu'on a ouvert une enquête sur TikTok. J'ai entendu que votre voisin parlait de C8. Mais C8, pardon, mais ça n'a rien à voir avec le DSA. Mais quand je dis rien à voir, c'est rien à voir. C8, c'est tout simplement une utilisation d'une ressource rare qui s'appelle, j'ai à défendre personne, cette ressource rare, ça s'appelle les fréquences. Les fréquences, c'est une ressource rare qui appartient à la puissance publique. Pour pouvoir utiliser ces fréquences, je ne suis pas là pour défendre quiconque, mais ça me permet aussi de rectifier les choses que le DSA fait, ce qu'il ne fait pas. Pour pouvoir utiliser cette ressource rare, qui est partagée, il y a un appel d'offres. Parce que dans ça, tout le monde pourrait l'utiliser. Et il y a donc un cahier des charges. Et ce cahier des charges, il octroie pour 8 ans, effectivement, le droit d'utiliser gratuitement contre le respect du cahier des charges. Bon, quand vous avez une infraction, 2 infractions, 3 infractions, 4 infractions, vous avez le permis de conduire, monsieur ? Et vous savez que quand vous faites des infractions, c'est ce qui est arrivé à C8. Au bout d'un moment, vous perdez vos points. Mais quand il y aura de nouveau un appel d'offres, ils pourront répondre à nouveau. Et puis j'ajoute qu'il n'y a pas que la puissance hertzienne. Maintenant, on est dans un monde multiréseau. C'est l'ancien président de France Télécom qui vous parle. C'est moi qui contribue à le faire. On a maintenant de multiples réseaux. La question qu'il faut vous poser, c'est pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui sur YouTube ? Pourquoi aujourd'hui on a arrêté l'émission ? Peut-être que c'est aussi pour des raisons financières, mais ça ne m'appartient pas, je vous laisse le soin de dire. Je veux dire que là-dedans, il n'y a rien à voir avec le DSA. Donc ça me permet de dire de façon très claire que le DSA repose sur vraiment la liberté d'expression, mais avec les limites. Il y a 3 limites dans la liberté d'expression que nous avons dans l'espace public. C'est les propos antisémites, c'est les propos racistes, c'est l'apologie du terrorisme. Et puis vous avez évidemment tout ce qui concerne à la protection des enfants. Et ça, on a essayé de le transposer dans l'espace informationnel. Parce qu'on ne peut pas laisser nos enfants 7 heures dans leur chambre, sans savoir ce qu'ils font, et arriver ensuite en voyant qu'un certain nombre sont victimes de prédateurs, de harcèlement, dans certains cas, ça se termine tragiquement. C'est ça ce que fait le DSA. Et puis, il fait une autre chose, c'est qu'il utilise la singularité des réseaux sociaux, c'est-à-dire le fait que les informations sont poussées par des algorithmes. Et ça, c'est nouveau. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais fait ça. Et c'est vraiment ça que moi, j'ai voulu vraiment proposer aux co-législateurs de réguler. Cet aspect des choses. Qu'est-ce qu'on pousse avec un algorithme et qu'est-ce qu'on ne pousse pas ? Et comment c'est posé ? Vous me faisiez allusion à Elon Musk tout à l'heure. Elon Musk a acheté le réseau Twitter devenu X. C'était son droit. Et je l'ai vu à de très nombreuses reprises pour expliquer de façon très proactive. Voilà ce que nous allons faire, nous, Européens, pour protéger nos concitoyens et nos enfants. Ça n'a rien à voir contre vous. Et ils comprenaient. Et j'ai dit, la seule chose qu'il faut qu'on voit, c'est qu'on ait la transparence sur les algorithmes. Pour éviter, par exemple, que quelqu'un, d'un seul coup, arrive dessus, et d'un seul coup, je veux dire n'importe quoi, 124 millions de followers. Mais alors, comment ça se passe, ça ? Les algorithmes ont été trafiqués, etc. Voilà. Donc, il faut se poser ces questions. Comment on fait pour que... On avait constaté que, dans certains cas, les réseaux
pousser des contenus à très forte viralité parce que ça crée du trafic et que ça crée de la publicité, au détriment évidemment de qui ? Bien souvent de nos enfants. Donc ce que fait le DSA, c'est qu'il donne la possibilité, mais là encore, vous voyez, le cas de la Roumanie est très intéressant, après, d'ouvrir éventuellement une enquête pour voir s'il y a eu précisément une manipulation dans les algorithmes, que celle-ci a été cachée, qu'elle n'est pas connue, et donc de le corriger. Le DSA ne donne que... ensuite, si jamais ce n'est pas le cas, il n'y a que 2 sanctions. On ne peut absolument pas invalider une élection avec le DSA. Les seules sanctions qu'il y a avec le DSA, si jamais celui-ci n'est pas respecté, où il y a des problèmes, c'est une amende qui va jusqu'à 6% du chiffre d'affaires, et du chiffre d'affaires global, mondial. Donc c'est quand même significatif. Et si jamais les problèmes qui ont été identifiés perdurent, à ce moment-là, possibilité, donc c'est très très compliqué, de saisine d'un juge qui lui-même va pouvoir décider de l'arrêt momentané, je dis bien que momentané, de l'exploitation de la plateforme tant que le problème n'est pas corrigé. Voilà, c'est tout. Ça n'a donc, vous voyez, rien à voir avec la censure. Merci, Monsieur Dragon, de m'avoir permis de le préciser, Monsieur le Président, à votre commission. Merci beaucoup pour ces précisions. La parole est à David Amiel pour le groupe Ensemble pour la République. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Vous l'avez rappelé d'ailleurs dans votre propos introductif, demain, Donald Trump déclenchera des droits de douane absolument inédits contre de nombreux pays alliés et partenaires, à commencer par l'Union européenne. Ils seront inédits à la fois par leur ampleur, mais aussi par leur objectif, parce qu'on peut quand même considérer que par rapport au premier mandat de Donald Trump, il ne s'agit plus seulement de régler un différend commercial, mais aussi de faire pression sur l'Europe pour obtenir démantèlement des législations de type DSA, DMA, peut-être du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, peut-être des politiques d'inclusion et de diversité. On a vu la lettre qui avait été adressée par les autorités américaines à un certain nombre d'entreprises, voire même de servir de monnaie d'échange sur la question ukrainienne et sur la question stratégique. Et quand on voit la préparation de la Commission européenne, on a quand même de quoi être un peu inquiet, parce que les premières escarmouches qui ont eu lieu avec les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, on n'a toujours pas été capable de se mettre d'accord sur une riposte. Qu'en sera-t-il donc demain et après-demain? Première question que je voulais vous poser, c'est sur la forme de la réponse. Est-ce que vous croyez qu'il sera nécessaire de déclencher l'instrument anti-coercition qui avait été inventé lorsque vous étiez commissaire pour résister à des pressions, d'ailleurs à l'époque chinoises, mais qui permet... Exactement, et qui permet d'augmenter la palette des instruments de riposte possibles. Et puis sur le fond, et c'est évidemment lié à la question précédente, on a quand même le sentiment que si on veut être efficace, il ne faudra pas seulement répondre sur le marché des biens, où on a beaucoup de mal à s'accorder entre États membres, et où par ailleurs, nous sommes en position un peu structurelle de faiblesse, puisqu'on exporte beaucoup plus vers les États-Unis qu'ils n'exportent vers l'Union européenne, mais plutôt frapper sur le marché des services, avec des questions qui se posent à la fois sur les entreprises du numérique et sur le secteur financier, que ce soit les banques, que ce soit la capacité des fonds américains à lever de l'épargne, mais évidemment l'accès au marché public. Donc voilà quelles étaient mes 2 questions. Merci beaucoup. Alors, sur la seconde, d'abord, vous savez, pardon de le dire comme ça, mais je parle devant des élus, et vous savez comme moi que le travail que vous faites de là où vous êtes, que je faisais de là où je suis, les chiffres, c'est important. Il ne faut pas être fâché avec les chiffres quand on fait de la politique. Enfin, moi, je trouve. Donc, de quoi on parle d'abord? Échanges commerciaux entre la France et les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis, c'est en gros 1500 milliards donc, d'échanges, avec, c'est vrai, un déficit de la balance commerciale pour les produits de 156 milliards. Donc, c'est vrai. Et pour l'avoir vécu moi-même, on avait l'impression, vous savez, quand je rencontrais Donald Trump, il avait l'impression, il vous regarde et il vous met un chiffre. Oh ben vous, c'est 156 milliards. Le Canada, c'est 65 milliards. Le Mexique, c'est 45. Vous avez un chiffre sur la tête. Puis vous êtes en fait celui qui est le... Non mais... You treat me so badly. You treat me so badly. Parce que vous avez 156 milliards, on traite vraiment méchamment. Bon. Mais il y a les services, vous avez raison. Là, c'est excellent, c'est dans l'autre sens. 100 milliards. Donc le vrai déficit, il est de 50 milliards en gros. C'est pas énorme sur 1550 milliards ou 1600 milliards. C'est ça dont on parle. Alors il faut le faire accepter, parce qu'après ça, le narratif de l'autre côté n'est pas toujours le nôtre. Donc il faut bien d'abord recalibrer en permanence les chiffres. Je le dis parce que c'est quand même, si jamais on a de nouveau, comme n'arrête pas de me le souffler à l'oreille le président, le leadership qui va bien,
on peut à ce moment-là recalibrer, effectivement, et redire, attendez, on parle de quoi ? 156 milliards ou 50 milliards. Voilà. Moi, je sais de quoi je parlerai. Je ne suis pas en charge, donc je ne vais pas me permettre de donner des conseils à quiconque. Mais pour l'avoir pratiqué, je sais qu'il faut être bien ferme pour bien expliquer de quoi on parle. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un déficit. Donc, OK, comment on peut faire pour le combler ? Maintenant, si vous voulez, je dirais, là encore, j'ai zéro conseil à donner à quiconque. Mais pour l'avoir pratiqué, je pense que c'est inutile d'aller dans la surenchère. Vous voyez, je prends l'exemple des droits de douane. Vous faisiez tout à l'heure allusion à l'acier et à l'aluminium, qui est un conflit qui date, je le rappelle, de juin 2018. Donc on est sous la présidence Juncker. Il avait déjà cette volonté. La présidence Juncker trouve à ce moment-là des contre-mesures. On rentre dans la campagne présidentielle américaine. Et c'est vrai qu'ils vont chercher des endroits où... sur ces chiffres-là, alliés aluminium, aujourd'hui, c'est 28 milliards de dollars, c'est-à-dire 26 milliards d'euros. Il faut toujours avoir les chiffres en tête. Bon, ils vont chercher, opportunément, ils vont dire, tiens, on va regarder quels sont les swing states. Tiens, il y a le Kentucky, tiens, il y a le Wisconsin. Qu'est-ce qu'on fait dans le Wisconsin ? Ah on fait des Harley-Davidson. Tiens, on va taxer les Harley-Davidson. Comme ça se joue un peu, comme on dit en anglais, too close to call, c'est-à-dire pratiquement à égalité. Ça va peut-être jouer un petit peu. Tiens, dans le Kentucky, c'est aussi un peu un swing state. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kentucky ? On fait du Bourbon. Bon, on va taxer le Bourbon. Et ils construisent une panoplie un peu en réactivité. Cette panoplie faisait que ces produits étaient taxés donc à 25% pour un équivalent. Et puis, il y avait dans la clause de riposte, à l'époque, montée par Juncker, il ne faut pas l'oublier, c'est de ça dont on parle, et les équipes. Il y avait à ce moment-là le fait qu'en 2021, je crois me souvenir, mais c'est de mémoire, là, parce que maintenant j'ai quitté, donc peut-être que je me trompe d'une année, mais enfin, c'est pas loin. Il y avait le fait que les taxes sur le Bourbon passaient de 25 à 50%. Bon. Et puis, il se trouve que donc ces mesures rentrent en vigueur pour contrer. Et puis à ce moment-là, l'administration Biden arrive, et là on dit non, attendez, les relations étaient un peu peut-être plus fluides avec la nouvelle administration Biden, on va baisser ces contraintes et on revient au statut couranté et on va se donner jusqu'en mars, 31 mars, je crois, 2025 précisément, on va se donner jusqu'au 31 mars 2025 pour régler les différends. Et puis les différends ne se règlent pas, ou dans c'était 30. Au premier, c'était 31 mars ou 31... Enfin, c'était le mois dernier, quoi. Donc, voilà. Que ça tombe. Donc, on revient à ce moment-là au statut couranté. Et donc, dans ce cas-là, donc on dit, les contre-mesures, puisqu'on n'a pas réussi à trouver d'accord, il met les 25% sur l'acier et l'aluminium, sont de facto entrés en vigueur. C'est pour ça que quand il a dit, je les mets, en fait, c'était tout simplement l'application du fait qu'on n'était pas tombé d'accord sur ce conflit. Et donc, les autres taxes passent, et le Bourbon était passé à 50, puisque c'était l'augmentation mécanique qui avait eu lieu normalement en 2021. Ce qui fait qu'il voit qu'on passe de 25% à 50%, il y a une accélération, et il va donc réagir assez violemment, et ça a été la réaction, comme vous l'avez vu, sur 200%, donc sur les alcools. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion ? C'est que je pense que dans les ripostes qu'il va falloir mettre, bien entendu, et je sais que la Commission y travaille, peut-être plutôt essayer de calibrer, de ne pas faire de surenchère, mais de calibrer, et je pense que la réciprocité, si je veux prendre un terme, la réciprocité me semble important d'avoir en tête pour bien calibrer, mais il ne m'appartient absolument pas de calibrer, parce qu'on voit bien qu'il y a deux choses. Il y a en volume, il y a le volume, et il y a ensuite la valeur. Si on prend les véhicules, maintenant, il a annoncé, je crois, 25% sur l'ensemble des véhicules. Donc, sur l'ensemble du marché européen, on exporte 38 milliards d'euros de véhicules par an. Donc, vous voyez que la surface augmente. Donc, qu'est-ce qu'on met en face comme contre-mesure ? On était à 28 milliards, je le disais tout à l'heure, uniquement sur l'acier et l'aluminium. Vous allez devoir rajouter les 28 milliards, les 38 milliards, qui sont les 38 milliards, qui sont ceux donc des véhicules. On va voir demain ce qui se passe, mais mon seul petit ajout que je pourrais faire, c'est évidemment éviter la surenchère, parce qu'on sait qu'à la fin, c'est très mauvais pour l'économie.
On sait qu'à la fin, regardez, toutes les entreprises de reste automobile ont leur cours de bourse qui a chuté, et c'est normal, parce que ça va créer beaucoup de... Parce que qui va payer à la fin tout ça? C'est évidemment le consommateur, et en particulier, c'est le consommateur américain. Mais si nous, on met des contre-mesures de notre côté, ça sera le consommateur européen. Donc c'est mauvais pour tout le monde. Je m'excuse, mais je vais être obligé, parce que je suis appelé par d'autres. La dernière question. Est-ce qu'on peut prendre Sophia Kikirou quand même? Alors la dernière. Merci. Je donne la parole à Sophia Kikirou. Et est-ce que je peux faire un petit tiers groupe, Mais faites tout, mais il faut vraiment que... Parce qu'il y a trois autres collègues qui ont demandé la parole et qui sont venus exprès. Je prends la parole. Je prends Comment je fais pour mon prochain rendez-vous là? Alors, on fait une réponse globale rapide. Bon, d'accord. Allez. Sophia Kikirou, pour la France Insoumise. Voilà, merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, je vous ai écouté et c'est vraiment passionnant. On pourrait passer encore des heures à échanger avec vous, tant vous faites preuve de franchise dans vos réponses. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais essayer de faire très vite. Moi, je vous ai écouté dire lors d'un événement, le pays le plus régulé au monde est la Chine, et cela ne l'empêche pas de délivrer des innovations technologiques. Dans l'IA, ils ont quand même réussi à nous sortir DeepSeek. Ça veut dire que régulation et innovation ne sont pas antinomiques. Alors je partage tout à fait l'idée. D'ailleurs, je crois que la France a longtemps partagé cette idée-là et l'a mise en œuvre lorsqu'elle a développé sa production, ses filières, ses importations, son commerce et in fine sa souveraineté qu'elle a organisée selon ce principe. Malheureusement, c'est un temps révolu puisque ces 20 dernières années ou même 30 dernières années, on a vu la dérégulation s'accélérer dans notre pays et la main invisible du marché chipper comme ça des pans entiers de notre économie. On a vu aussi l'Europe intervenir avec ses traités. Vous disiez tout à l'heure, les traités sont sacrés d'une certaine façon. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec cette idée, mais ces traités qui nous ont obligés à la libre concurrence et finalement à des règles souvent antisociales et anti-écologiques. Et on voit aujourd'hui, au niveau européen, la remise en cause de plus de 10 ans de travail et de consultation pour forger notamment le pacte vert européen qui a été annoncé en 2019 et le paquet omnibus réglementaire de la Commission aujourd'hui en détricote des pans entiers, sous l'impulsion, il faut bien le dire, ou le leadership, puisque vous avez l'air d'aimer beaucoup ce mot, de la France. Et donc ce texte fragilise notamment la directive du devoir de vigilance, il affaiblit la CSRD, supprime la double matérialité et vide même de sa substance la taxomanie verte. Vous le savez, la France aujourd'hui prend le leadership pour remettre en cause le pacte européen vert. Par ailleurs, vous l'avez dit à juste titre, lors du récent sommet sur l'intelligence artificielle, DSA, DMA, ce ne sont pas de simples lois, c'est l'épine dorsale démocratique de l'Europe. Or, moi je trouve que ce n'est pas la Chine finalement ou TikTok qui menace ces règlements, mais c'est bien bel et bien le fait qu'on refuse de mettre en place une souveraineté numérique française ou même européenne, et je voudrais vous interroger là-dessus. Comment plaider pour une Europe souveraine sur le plan numérique quand on n'est pas capable d'avoir une souveraineté sur le plan des infrastructures? Merci beaucoup. Il y a 3 demandes de prise de parole en 1 minute chacun, en commençant par Thierry Sauter par le groupe socialiste, ensuite Pierre Meurin pour le RN et Pascal Lecamp pour le MoDem. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, je serai très rapide. Vous avez déjà évoqué la question du DSA et du DMA. Néanmoins, on se rend bien compte aujourd'hui que cette question est centrale sur le plan européen. Je vous ai attentivement écouté vendredi dernier lors de la rencontre organisée par Viginum, où vous expliquez sur cette question des ingérences étrangères que la vitesse est un élément majeur dans la régulation. Aujourd'hui, nous sommes face à un membre de l'administration américaine, Elon Musk pour ne pas le citer, qui est devenu en quelque sorte l'influenceur en chef sur ce réseau-là. La Commission a ouvert pas moins de 16 enquêtes, je crois, sur la régulation des plateformes, dont un certain nombre concerne Twitter et X. Néanmoins, aujourd'hui, la Commission est silencieuse. Je me permettrai un jeu de mots comme nous sommes le 1er avril. Faut-il lancer une alerte enlèvement de la Commission sur cette question-là? Parce que la Commission, quand je l'ai interrogée dans le cadre du rapport que j'ai réalisé dans la Commission ici il y a 15 jours, répond qu'il y a le temps de l'enquête et qu'ils veulent prendre le temps de l'enquête. Néanmoins, aujourd'hui, le temps politique et de cette enquête est difficilement compatible dans l'agenda politique et démocratique qu'est le nôtre. Merci, chers collègues. Pierre Meurin pour le RN, pour 1 minute.
Merci Monsieur le Président, merci pour votre accueil. Bonjour Monsieur le Ministre, merci pour vos éclairages. Alors moi j'avais une question tout à fait différente, mais qui fait écho à mes stages de récupération de points de permis d'une certaine manière. Voilà. Je voulais utiliser comme angle d'attaque les zones à faibles émissions mobilité. J'ai observé que vous avez été d'une certaine manière un des rares à vous montrer sceptique sur le Green Deal, et notamment sur la fin des moteurs thermiques, de la vente de voitures thermiques neuves à horizon 2035. Et donc j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Et une question très précise, est-ce que vous ne pensez pas que les zones à faibles émissions mobilité, et donc les obligations de conversion des véhicules en voiture électrique ne risquent pas justement de favoriser l'industrie chinoise au détriment de l'industrie automobile française? Vous avez tout à l'heure énoncé votre scepticisme sur le raffinage du lithium en Chine et sur l'extraction de cobalt, qui sont d'ailleurs, au point de vue des droits humains, pas terribles, puisque 80% propriété de la Chine est extrait par des enfants de moins de 18 ans. Question très précise à laquelle je souhaite une réponse très précise. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Pascal Lecamp, en 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, j'avais une question sur le plan Readiness 2030, mais vous avez expliqué le financement des 800 millions, 1,5%, 650, pardon, milliards, excusez-moi, évidemment, 1,5%, 650 milliards et 150 milliards, mais c'est quand même 80% sur les budgets nationaux et 150 milliards, les 20% restants, sur un emprunt que paieront les nations. Donc c'est de toute façon une addition à la dette du pays. On est à 3 300 milliards, ça veut dire, et 1,5% pour nous, ça fait plus ou moins 80 milliards supplémentaires. Donc comment vous envisagez ce financement? Deuxième question qui était plus politique, c'est-à-dire que j'ai bien compris le montage, c'est bien, mais comment on s'en sort? Politiquement, vous parlez de leadership 10 fois, mais moi je suis d'accord avec vous. On a un sujet, vous avez quitté le navire, Von der Leyen a été réélu. Demain, il faut être très fort et ensemble vis-à-vis des États-Unis en particulier. Au moment où demain, ça a été dit par mon collègue Amiel, il va y avoir un ralentissement mondial de 2 à 3% du commerce mondial tous les pays vont être taxés demain par les États-Unis. Comment vous pouvez envisager qu'on puisse faire voir cette collégialité forte? Est-ce que Mme Von der Leyen, pour être claire, est la personne politique? En 2005, la Constitution Giscard prévoyait un vice-président, ministre des Affaires étrangères, qui s'occupait de sécurité. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui besoin de cette force collégiale pour faire face aux États-Unis? Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire, en guise de conclusion. En guise de conclusion, d'abord, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on aurait pu passer beaucoup plus de temps sur cet échange. Merci en tout cas de la qualité. Je reviendrai avec plaisir. La qualité des échanges, et voilà, chacun ayant évidemment l'origine de ses questions et que je respecte, mais avec évidemment une vision quand même que j'espère partager, en tout cas de la situation. Madame Chirikou, Chikirou, excusez-moi. Chikirou. Merci pour votre question, parce que je me suis beaucoup battu sur précisément l'opposition entre régulation et innovation. Et voyez-vous, ceux qui ont porté ce message, je sais très bien qui c'est, ce sont les GAFA, parce que les GAFA ne voulaient pas que nous mettions des propres lois et voulaient, je le dis très simplement, voulaient tout simplement continuer à imposer leurs lois, leur façon de voir les choses dans l'espace informationnel. Or, l'espace informationnel, c'est l'espace, on le sait, dans lequel nous passons maintenant une partie importante de notre activité humaine et nos enfants encore plus. Et donc, moi, ce que j'ai voulu, c'est tout simplement proposer aux co-législateurs d'organiser ça, de reprendre le pouvoir. Alors, c'est peut-être imparfait, et je ne dis pas qu'il va falloir continuer. Il faut qu'on continue à le finaliser, à affiner. Si jamais on trouve qu'on est trop censeur, il ne faut pas hésiter à voir ce qu'on peut faire. Si on trouve qu'on est trop laxiste sur les prédateurs, et en particulier les prédateurs sexuels qu'on voit encore trop sur ces réseaux, si on trouve qu'on n'arrive pas assez à limiter le harcèlement, et notamment ce qu'on appelle le cyberbullying, il faut peut-être aussi le faire. Mais en tout cas, maintenant, on a un socle. On a un socle et c'est nous qui le définissons selon nos règles démocratiques. C'est plus les GAFA qui nous le disent. Et donc, on disait, mais oui, mais alors vous êtes champion du monde, vous savez vous réguler et nous, on innove. Mais non, pardon. Moi, j'ai été chef d'entreprise.
c'est quand on sait aussi les limites qu'on innove encore mieux. Prenez l'exemple de l'AI Act, puisque vous y faites allusion. L'intelligence artificielle, c'est à la fois formidable, mais ça peut être des risques. Et donc, on a identifié 4 types de risques. Et est-ce que les Chinois, vous faisiez référence, je l'ai dit, oui, c'est un pays qui est extraordinairement régulé. Mais, par exemple, en intelligence artificielle, les Chinois, ils autorisent... par exemple, d'avoir ce qu'on appelle en anglais le social scoring, c'est-à-dire le fait qu'on va pouvoir vous tracer tout ce que vous avez fait, puisque évidemment maintenant on laisse toutes les traces, tout ce que l'on fait quand vous regardez votre smartphone, quand vous faites une consultation sur un programme d'intelligence artificielle, tout est stocké. Et on sait exactement et on construit votre jumeau numérique par rapport à vos interactions. Et c'est ça que moi j'ai voulu un peu contrôler, parce qu'il faut qu'on sache que ça nous appartient, y compris ce jumeau numérique qui fait que dans vos interactions, on sait un peu vos centres d'intérêt. À la fin, on peut définir un profil de ce que vous êtes. Et bien, les Chinois utilisent ça pour pouvoir ensuite, évidemment, dire « Ah ben non, mais là, vous avez fait ça, etc. quand vous aviez 15 ans ou 16 ans, donc là, vous ne pouvez pas ensuite accéder à tel type de profession, etc. » Ça, c'est ce qu'on appelle le social scoring, c'est interdit. Maintenant, pour nous, l'intelligence artificielle. Sur la santé, il faut avoir des datasets, ce qu'on appelle les datasets, c'est-à-dire les données qui vont permettre d'avoir des réponses à des questions de santé, voire peut-être d'anticiper des modèles, en savoir comment on a entraîné les modèles, avec quel type de patients ou de résultats de patients. Parce que si jamais on ne sait pas, c'est vrai qu'en fonction, par exemple, des lieux géographiques, on n'a pas automatiquement les mêmes types de pathologies, les mêmes types de réactions. Donc il faut le savoir. Quand on conduit, c'est le 3e niveau, on ne peut pas faire n'importe quoi aussi en matière d'intelligence artificielle. Il y a aussi un peu des problèmes de sécurité. Voilà. Donc on a mis uniquement, c'est une régulation à risque, pour évaluer les risques. Mais ce n'est pas du tout autre chose. Et pour tout le reste, c'est complètement ouvert. Et par ailleurs, ce n'est pas pour la recherche, c'est uniquement pour l'usage qui est fait. Donc on peut rechercher ce qu'on veut en Europe. Donc tous ceux qui disent qu'on a bloqué l'innovation, on est en retard en intelligence artificielle parce qu'on a mis les AI Act ou des régulations, pardon de le dire, mais c'est une énorme fake news. Les AI Act, il est rentré en vigueur uniquement depuis le 2 février. Il va se développer progressivement jusqu'en 2030. Donc, le 2 février, c'était hier. Hein, donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc merci de l'avoir dit. Et je pense que derrière tout ça, il faut évidemment être très attentif à ce que les lois que l'on mette, c'est des lois, encore une fois, elles n'ont pas été mises par hasard. Il y a eu du travail. Et puis c'est le travail, démocratique qu'il faut préserver. Vitesse et régulation, c'est la deuxième question. Oui, et il faut absolument aller vite. Aujourd'hui, on est dans un temps où, effectivement, on le voit du reste dans l'aspect de notre vie quotidienne, y compris dans les aspects juridiques, il faut aller vite. On doit répondre plus rapidement qu'on le fait à des questions, et en particulier dans le numérique, ça me semble être une évidence. Maintenant, je ne vais pas vous en dire plus, parce que je ne suis plus en charge. Je confirme effectivement qu'un certain nombre d'enquêtes ont été ouvertes, notamment par mes services lorsque j'étais commissaire. Maintenant, il appartient évidemment à ceux qui sont en charge aujourd'hui de les conclure. Et si jamais il y a matière, évidemment, à avoir identifié des infractions, ce qu'on a demandé aux entreprises, parce qu'elles peuvent le faire, le corriger en cours, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour mettre des sanctions, on est là pour faire en sorte que ceux qui ont la chance d'utiliser notre espace informationnel, c'est une chance de pouvoir vendre ces services en Europe, je le dis, c'est une chance qu'on offre, nous, aux plateformes de venir chez nous et d'avoir un accès à nos utilisateurs. Mais il faut juste, puisqu'on reprend une métaphore routière au sein de cette commission, je vais en prendre une. Il se trouve qu'en Europe, on roule à droite. Si jamais on fabrique des voitures qui roulent à gauche, non, on ne peut pas les importer en Europe. Il faut que les voitures roulent à droite. Voilà, on a nos règles. Mais nos règles, elles sont faites pour nous et pas contre les autres. Mais il faut aller, peut-être, effectivement, vous avez raison, la vitesse est un temps extrêmement important. Il faut peut-être limiter aussi dans nos régulations le temps, parce qu'évidemment, le contradictoire est important. Il faut peut-être qu'on limite davantage le temps où la plateforme, par exemple, va nous répondre ou va répondre aux interrogations qui sont formulées. La troisième question sur le Green Deal, non, j'étais toujours en faveur du Green Deal. En revanche, j'ai indiqué, effectivement, vous avez raison, il y a eu des débats, mais c'est normal. Hein, j'étais plutôt, je l'ai dit pour 2040, j'étais plutôt effectivement sur le fait que il me semblait qu'il fallait peut-être qu'on se focalise plutôt sur les émissions plutôt que sur l'idéologie du moteur thermique lui-même. Du reste, j'ai vu moi-même, je peux vous le dire, mais tous les constructeurs automobiles à l'époque, en leur disant partout, pas qu'en France, en leur disant n'arrêtez pas la fabrication de moteurs thermiques. Et je leur disais ça pourquoi ? Parce que le monde, c'est pas uniquement l'Europe.
Et je parlais tout à l'heure de l'Afrique, croyez-moi, moi je vais très très souvent en Afrique, avant qu'on soit sur tout électrique en Afrique, il faut d'abord commencer par qu'il y ait de l'électricité. Et ça, je ne sais pas combien de temps, hélas, ça prendra. Donc voilà, les continents évoluent à des rythmes différents, on a besoin de mobilité existera, faisons les véhicules les plus propres, tant mieux, ce sera bien pour les utilisateurs, y compris pour la planète, mais n'arrêtons pas les moteurs thermiques, même si nous on décide que c'est en 2035, très bien, mais continuer à utiliser ce savoir-faire exceptionnel qu'on a bâti au cours d'un siècle, bien meilleur du reste que les Chinois qui, eux, étaient beaucoup plus mauvais, mais en revanche, nous ont doublé sur l'électrique. Gardons ça, parce que de toute façon, le marché est vaste. En Amérique du Sud, en Afrique, peut-être même aux États-Unis par parenthèse, on continuera à avoir besoin pendant un certain temps. Donc faisons les véhicules les plus propres possibles, mais même si chez nous on les interdit, très bien. Voilà, donc c'était un peu le point que j'ai défendu lorsque j'étais commissaire européen, tout en maintenant évidemment l'objectif donc de 2050. Alors maintenant, comme je... Pardon ? Par exemple, voilà, cobalt lithium, il faut évidemment, là je l'ai dit, la démarche elle est pour moi, de faire en sorte que nous donnions les moyens, y compris en Europe du reste. Dans le Critical Raw Material Act, il y a la possibilité de développer de façon beaucoup plus accélérée, avec des permis plus accélérés, des raffineries qui vont raffiner précisément ces matériaux en Europe, parce que c'est là où la valeur ajoutée est créée. Mais c'est vrai aussi que je pense qu'il faut le faire aussi en proximité avec les pays d'extraction, parce que c'est sans doute ce qui va nous différencier, y compris par rapport à ceux qui ont des approches beaucoup plus agressives. Je pense en particulier aux Russes, je pense en particulier aux Chinois, et notamment en Afrique, où je peux vous dire par expérience que visiblement, en tout cas pour ces deux pays, ils n'ont pas le même souci que nous et la protection de l'environnement et la protection des personnes. Voilà, donc je ferme cette petite parenthèse, je suis obligé d'aller vite parce que malheureusement, là vraiment, il va falloir que je vous quitte. Sur la quatrième question, sur la dernière question sur la présidente de la Commission, si vous permettrez, j'utiliserai mon joker parce que j'estime que je n'ai pas apporté de jugement dessus. Bon, mais comme vous, donc je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Je pense qu'il faut... je le redis. D'abord, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait respecter les traités ne portent pas le libre-échange. Hein. Ce n'est pas les traités. Hein. C'est peut-être qu'il y a eu une dérive ensuite sur l'usage des traités. Et je tiens à dire que nos amis britanniques n'ont pas été les derniers à jouer un rôle d'interprétation dans cette... je l'ai vu moi-même, croyez-moi, voilà, je me suis efforcé du reste à essayer de ramener justement au contraire l'esprit des traités pour éviter plutôt pour corriger les dérives que j'avais pu constater, y compris dans cette voie-là, et notamment pour le fait de dire on va mettre le consommateur en premier, ce qui est formidable, mais on oublie les industries. Voilà, j'avais essayé de réactualiser tout ça. Voilà, donc il faut... vous savez, je pense que les institutions, elles peuvent fonctionner aujourd'hui, mais il faut évidemment bien les comprendre. Elles fonctionnent. Il faut bien les comprendre. Il faut que chacun fasse exactement ce qu'il a à faire, mais pas ce que fait le voisin. Et je crois que ça, c'est très important. C'est aussi au Conseil de le rappeler. Le Conseil européen, c'est un co-législateur, mais il est aussi en charge, parce que les États membres qui le constituent sont en charge et de la politique étrangère et des politiques nationales de défense. Donc il y a une vision qui peut s'articuler de façon commune et qui est coordonnée par le haut représentant. Est-ce que pour autant, il faut qu'il y ait un vice-président qui soit là? On a déjà le haut représentant qui est vice-président, je le rappelle. Hein, donc il a déjà cette dimension-là et qui coordonne au nom des États membres. Donc ces deux aspects de la politique, il faut que ça reste là. Il ne faut pas que ça soit pris ensuite par les deux autres co-législateurs, que ce soit le Parlement européen ou la Commission. Il faut y veiller et je ne cesse de le rappeler. C'était un petit point aussi d'attention que je me suis permis de rappeler assez souvent lorsque j'étais commissaire. Et quant à la dette, bien sûr, tout ça c'est de la dette parce qu'il n'y a pas un seul pays. Très sensible à la dette, très sensible. Je rappelle que lorsque... Bien, je me disais bien que vous posiez des questions extrêmement articulées, si vous me permettez. Donc effectivement, la dette c'est un sujet. Pardon, mais enfin, c'est la fin de l'audition, Monsieur le Président. Donc, mais c'est vrai que c'est un élément absolument essentiel. Voilà. Alors comment on fait? Moi, j'ai commencé à évoquer des pistes. Mais vous voyez, on m'appelle, là, je crois que j'ai évoqué quelques pistes, mais on ne va pas les définir ici, mais les enveloppes, on dépense 1600 milliards par an, hein, nos dépenses de la France, c'est 1600 milliards.
Il y en a 33% qui sont pour quelque chose qui est absolument fondamental pour nous, qui est essentiel, c'est la protection sociale, ce qui est notre vivre ensemble. J'avais dit, bon, peut-être qu'on peut se fixer comme objectif de passer de 33 à 32 sans pour autant baisser les prestations de quiconque. C'est peut-être pas complètement inatteignable, voir si on peut travailler un tout petit peu mieux, différemment. Quand je dis travailler, ça veut dire ensemble, collectivement, 33 à 32, ben ça fait 1%, ça permet déjà de gagner ce qu'il nous faut pour passer. Vous voyez, on a peut-être des moyens, mais je ne recommanderais pas de le faire de façon, comment dirais-je, avec une scie électrique, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, pour cette audition.